Bonjour, on va explorer aujourd'hui 3 parties. Alors, la première portera sur les moments de pure détente. La deuxième sur le quotidien, est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on l'invente? Et la troisième partie, ce sera sur mystères et phénomènes inexpliqués. Commençons avec la première partie. Moment de pure détente en 3 questions. Racontez un moment où ton corps s'est senti complètement bien. Bain chaud, sieste, massage, soleil. Ça me fait penser aux histoires, au journal des bonnes nouvelles, ou aux histoires où en fait il ne se passe rien. Ah, je vais vous raconter une anecdote où j'étais bien, c'est tout. Mon corps se sentait complètement bien. Bain chaud, malheureusement, j'ai pas de bain, pas de baignoire. Mais c'est vrai que la douche chaude, c'est très souvent le cas. Sieste, je me sens rarement bien. Massage, soleil. Je vais un peu modifier la question et je vais parler tout simplement littéralement des exemples qu'il m'a donnés. Donc, ma relation avec les bains chauds et les douches chaudes, de manière générale, avec les siestes, les massages et le soleil, allez hop. J'adore les douches chaudes, ou les bains, pourquoi pas. J'adore ça. Comme je dis souvent, c'est un peu mon péché mignon, c'est l'eau. Quand mon entourage me voit comme plutôt écologique, voire très écologique, voire même chelou, parce que je suis minimaliste, parce que des fois je vais dans des délires, en fait ça m'amuse, mais je calcule chaque jour ma consommation d'eau, pour voir un peu où j'en suis, voir comment je peux réduire, bref. J'essaye des fois de faire ça, puis après je m'arrête, je retire uniquement ce qui m'intéresse, ce que j'ai bien aimé. Et donc ça peut un peu étonner. Mais souvent je leur dis, par contre la douche, je peux passer vraiment des minutes, des longues minutes, voire des heures dessous. Une douche chaude en hiver et une douche, on va dire tiède, mais un peu chaude aussi, même en été. Oh, j'adore ça. Donc, je crois que quand j'étais petite, j'ai encore un souvenir quand même de ça, c'est dingue. Mon père avait refait la salle de bain dans la maison où je suis née. Il avait refait la salle de bain qui était à côté de la chambre de mes parents. Il y avait plusieurs salles de bain. Oui, avec une seule, avec une douche de toute façon. Et donc il y avait une jolie douche, voilà. Et je suis restée, c'était le week-end. On allait pour manger ensuite, donc j'ai dû commencer à prendre ma douche à 9h, 9h30. Et je suis restée 2 heures sous la douche, avec l'eau qui coulait. Et là, ils m'ont dit, là, ils se sont rendus compte, tu vois, je pense qu'ils préparaient à manger, avec mon frère et tout, je sais pas ce qu'ils faisaient. Mais ils se sont dit, mais Megan, ça fait, t'es dedans depuis combien de temps? Et je crois que j'ai dû dire assez de manière, d'un côté, j'étais fière de moi, genre, waouh. Et de l'autre, j'étais un peu en mode, je crois que c'est pas bien. J'ai dit 2 heures. Et j'étais littéralement en primaire, hein. J'étais en primaire. Ou maternelle, je pense pas. Non, j'étais en primaire. Et donc, du coup, ils m'ont dit, mais c'est beaucoup trop, mais tu te rends compte? Alors là, du coup, j'ai compris que l'eau, c'était quand même une ressource. Alors, pas non plus de manière purement écologique, tu vois, mais j'ai à peu près compris que c'était pas un truc infini, que ça pouvait coûter de l'argent, et que 2 heures, c'était beaucoup, beaucoup trop long. Je sais pas, je crois que je chantais sous la douche, je restais sous l'eau, j'imaginais des trucs, et je sais que c'est un truc qui m'arrive encore aujourd'hui, c'est que sous l'eau, mon esprit vagabonde très vite. En fait, limite, dès que j'allume l'eau, allez hop, c'est parti. Et en fait, le nombre de fois où j'ai même pas des révélations, mais juste où je réfléchis sous l'eau, où je chante, où je pense, où je parle à voix haute. Et en fait, l'eau coule pendant ce temps. Et les 15 minutes, elles passent très très vite. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je m'étais amusée à prendre des chansons un peu au hasard et à me dire, ok, c'est ma playlist douche. Il y avait douche courte, douche entre guillemets longue. Douche courte, c'était vraiment pour les jours où j'avais juste à me laver, point barre. Et douche longue, c'était parce que je savais que j'avais besoin soit de me raser, soit de me laver les cheveux. Voilà, faire un truc un peu plus poussé. Mais ouais, j'adore les douches. J'adore les douches. Et j'adore les prendre seule. Je trouve ça marrant de les prendre avec quelqu'un, avec mon compagnon, je veux dire. Mais quand j'en ai un. Mais parce que souvent, pareil, on discute sous la douche, voilà. Mais il faut vraiment pas qu'il me colle trop. Enfin, c'est vraiment, on se lave chacun. Et en même temps, on rigole, enfin, on peut s'amuser sous l'eau, voilà. Mais
ça peut être un moment partagé. Mais j'aime vraiment le côté quand je me sens, même quand je me sens pas très bien, ou quand je suis fatiguée, ou quand la journée est bof, et qu'on est un peu en hiver, ou même en automne, hein, me dire que là je vais me prendre une douche chaude, me laver, prendre soin de moi, juste rester sous l'eau en fait. Et le nombre de fois aussi où j'ai passé un moment sous la douche, et je me dis bon faut que je m'en aille, j'arrête l'eau et je me dis mais putain je me suis pas lavée. J'ai oublié de me laver. Et là souvent on me dit mais tu fous quoi? Bah je... j'ai rien fait littéralement, je suis restée sous l'eau. Je suis juste restée sous l'eau. Et les bains, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, quoique. On a pas mal déménagé, donc si on, en fait, à un moment donné, en fait, on se douchait dans la baignoire, du coup. Et j'ai commencé à découvrir vraiment les bains, donc à prendre des bains, quand j'étais à Chambourcy, donc c'était quand? J'étais en IUT déjà. J'avais commencé l'IUT. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de prendre des bains. Et donc déjà au début, je me dis, mais purée, la dose d'eau qu'il faut pour remplir un bain, déjà c'est long, bon, certes. Et après, ben, je me restais dedans et je te mode, ouais, c'est sympa, j'avoue, c'est agréable. Bah, c'est simple, c'est quand j'ai commencé à lire, enfin, plus ou moins. J'ai commencé un peu avant et j'ai repris. Quand j'ai commencé à lire L'art de la simplicité de Dominique Leroux, qui est une Française qui habite au Japon, et du coup, fatalement, le bain est important là-bas. C'est très poétique, il y a plein de... la manière d'écrire sur le bain m'a donné envie de me baigner aussi et de profiter d'un temps pour moi, etc., etc., etc. Mais ça n'a pas trop duré. J'ai fait ça par expérience. Et je me suis vraiment mise dans la peau, dans ses écrits, on va dire, dans ce qu'elle disait. Et au final, c'est pas quelque chose qui a duré. Déjà parce qu'après, il y avait plus de... S'il y avait une baignoire, on l'a bouchée, donc... Enfin, on l'a bouchée, on l'a recouverte parce que ça servait à... On n'en voulait pas. Mais... Ouais, non, après, j'ai pas eu trop accès à des baignoires, et bof. Par contre, je pense que il y a un truc que j'aime beaucoup. Je pense qu'il pourrait être trop bien. Ce sont, pardon, les termes. Alors, qu'on voit dans les jeux vidéo. Mais je pense que ça peut être vraiment agréable, des termes ou des centres. Alors, autant moi, le massage, on en parlera, autant le massage, bof, j'aime pas trop qu'on tripote de manière générale. Par contre, être dans un bain un peu public ou un bain en privé, mais rien que pour nous, enfin, seul, bon, oui, ça peut être sympa, mais à deux ou plus, on va dire à deux, parce que bon, avec des amis, c'est un autre délire. Mais ouais, je pense que c'est un truc qui pourrait me plaire. Je courrais pas non plus après, mais de temps en temps, je serais en mode, ah putain, c'est quand même vachement bien. Par contre, tout ce qui est la mer, l'océan, même la piscine, hein, c'est sympa, hein, mais je refais pas tout un tralala, quoi. Vraiment, limite, je préfère quand je sors de l'eau et que je me douche après à l'eau chaude, tu vois, parce que le tuyau est resté sous le soleil et que il y a une petite douche à côté d'extérieur. Donc, par contre, j'aime bien le délire de tu sors de l'eau, tu te mets sur une serviette et là, ton corps chauffe, l'eau s'évapore et il y a une sensation qui est vraiment très agréable. Et c'est pour ça que souvent les gens d'ailleurs font des allers-retours aussi, je pense, dans l'eau et sur leur serviette. Ça j'aime bien, ouais, c'est vrai. Pareil, je cours pas non plus après la plage, quoi. C'est pas trop mon délire. Ou alors si, mais faut qu'il y ait de la nourriture, des jeux de société, un parasol, un bouquin, voilà, là je suis vraiment en mode, yay, c'est mon petit endroit, c'est limite ma petite cabane de plage, là, ma petite, pas une cabane de plage, mais j'ai fait mon château de sable, sauf que c'est mon château d'activité, et je me suis mise bien, quoi. Je sais qu'il y a la glacière, je sais qu'il y a des trucs à côté à manger, enfin voilà. Mais en soi, la plage en elle-même, me bronzer au soleil tel un lézard et puis aller dans l'eau, bon, c'est sympa, mais je pense que je préfère être sur la plage sous un petit parasol, bien posé là et me dire que j'ai le choix des activités. Bon voilà pour les bains, vite fait pour la sieste. Alors j'ai beaucoup de mal à dormir la journée. Enfin, pendant très longtemps, je détestais ça même. L'idée de me faire une sieste, parce que quand je me réveillais, à chaque fois, j'étais vraiment pâteuse. Que je dorme une demi-heure, 1 heure ou 1h30, à chaque fois, j'étais pâteuse. Et vraiment, j'aimais pas du tout cette sensation d'être réveillée, d'avoir loupé 1 ou 2 heures de ma journée. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas du tout. Et donc, j'avais du mal à m'endormir la journée. Récemment, j'ai fait des siestes. Alors, j'ai dû en faire, entre guillemets, quand j'avais commencé à streamer sur Twitch il y a en 2022 ou 23, je ne sais plus. Je me rappelle plus. Ça a duré 2 semaines. Et parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça consommait tellement d'énergie, je consommais beaucoup de mon énergie à streamer, et pas que à me dire il faut que je crée ma chaîne, qu'on appelle ça,
une petite vidéo d'introduction avant que j'arrive, le planning, et même, moi j'ai ce truc-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, parce que quand je sais qu'il y a un truc qui est prévu dans la journée, par exemple, même si c'est dans l'après-midi à 14h, mentalement je vais être bloquée. Je vais me dire, ah oui, c'est vrai, il y a un truc enfin, en fait, plusieurs fois dans la journée, je vais me dire, ah oui, c'est vrai, il y a un truc à 14h. Et même si on me propose autre chose le matin, je vais me dire, oula, est-ce que je vais y arriver? Enfin, voilà. Soit il faut que ce soit quelque chose de régulier. Et dans ce cas-là, je m'habitue au chrono, à la routine, au timing, et du coup, ça passe. Soit c'est un rendez-vous, par exemple, médical, ou un rendez-vous, du coup, sur Twitch, en me disant, bah voilà, il faut que je stream ce soir, telle heure à telle heure. Et en fait, j'ai l'impression que je ne peux rien faire dans la journée. Ou alors qu'il faut que je garde mon énergie pour le soir. Enfin, c'est assez chiant. Donc là, ça me le faisait aussi, ce qui fait que je consommais de l'énergie même quand je ne streamais pas. Et en fait, j'en étais au point où je devais faire des siestes parce que j'étais vraiment fatiguée et du coup, j'essayais de dormir avant le stream pendant ne serait-ce qu'une heure ou une demi-heure, je m'allongeais. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais l'impression de... J'étais vraiment pas libre du tout. En fait, d'un côté, j'étais libre parce que je pouvais faire ce que je voulais sur le stream. Et de l'autre, je me sentais pas parce que j'avais des horaires, il y a des gens, il y a des timings, hop, on démarre, paf, on arrête. Et le pire c'est que ça rendait bien, je crois que c'était qui, ma pote, ça c'est sûr, ma pote Gwen, et je me demande s'il y avait pas d'autres personnes, d'autres personnes aussi, mais d'autres personnes sur le stream pardon, qui m'ont dit mais vraiment le pire c'est que tu démarres bien, ça démarre vraiment bien, t'imagines pas à quel point, mon ex aussi me l'avait dit aussi à l'époque, et t'imagines pas à quel point démarrer aussi vite aussi bien c'est rare, genre j'avais atteint, je sais pas pourquoi j'ai 11 ou 12 viewers en tête. Je pense que j'ai dû atteindre un pic de 12 viewers en 2 semaines, en démarrant de 0 littéralement, enfin de 2, parce que j'avais ma pote et mon ex qui allaient sur le stream pour faire un peu de vues pour pas être dans les dernières. Mais et en fait, il y avait des gens qui venaient, 4, 5, 6, et puis on discutait, il y a même des trolls, et j'étais intéressée, j'étais en mode, ah cool, il y a même des mecs qui étaient venus pour me troll à la base, et puis qui finalement m'ont aidé, et puis en fait c'est devenu des potes, et voilà, enfin des potes. Des potes sur le moment, donc oui, si. Donc non. Donc j'aime pas trop les siestes. Aujourd'hui j'en fais un peu plus parce que j'ai des moments où vraiment je me sens fatiguée, où je sais que mon énergie elle fuite et que j'ai besoin de récupérer. Mais c'est pas dérangeant, parce que je le vois plus comme ok, là il y a mon corps qui me dit là je suis pas bien, là je suis fatiguée d'un coup. J'aurais pas pu trop me rendre compte avant parce que ça arrivait d'un coup pour des raisons X ou Y, et du coup je me dis ok, je vais m'allonger, je me repose, ou alors c'est quand je bosse par exemple 3, 4, 5 heures d'affilée, ou même 2 heures, de manière assez intense sur l'écran, et que je me dis j'avoue je peux me faire une pause, ou que on se connecte à moi en me disant mais là je suis en mode je pique du nez, je me dis ah oui c'est vrai, quand je pique du nez c'est que quelqu'un est connecté à moi, et donc du coup je fais une pause, je m'allonge sur le lit, je m'allonge pendant une demi-heure, souvent ça je traîne un petit peu et voilà. Mais je ne sieste pas, je dors pas, ou rarement. Passons au massage vite fait. Ouais, donc j'aime pas trop les massages. J'ai changé totalement le thème, JPEP. Je suis pas très massage. Déjà par des inconnus, ça c'est sûr. Donc c'est-à-dire, en fait, de manière générale, j'ai du mal. Maintenant, beaucoup moins. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec tous les métiers où je me considérais un peu comme une princesse et que eux étaient les serviteurs. C'est-à-dire le coiffeur, les massages évidemment, ça pourrait être la manucure et tous ces trucs-là. Même les esthéticiennes. Ce qui fait que j'ai jamais été dans un institut d'esthétique, parce que, en plus, je me sentais mal à l'aise, donc non. Je préfère faire moi-même, pour le coup. Qu'on m'aide, qu'on me montre, oui, mais je préfère faire moi-même, et au pire, après, je vais voir quelqu'un qui me dit, ah oula, ok, d'accord, on va rattraper, et du coup, j'apprends en même temps, et après, je pourrais petit à petit aller vers cette personne de plus en plus. Mais du coup, concernant, par exemple, le coiffeur, aujourd'hui, c'est bon, mais je ne cours pas après. J'y vais parce que il faut que je me coupe les cheveux et que je sais que ça va leur faire du bien, et que bon, voilà. Puis j'ai une coiffeuse qui est trop bien. Une fois par an à peu près. 2 fois par an ce serait bien, mais on va dire une fois par an c'est déjà bien. Et encore, pendant des années j'y allais pas. Les massages, je crois qu'on m'en a jamais fait. Enfin, je veux dire hors privé avec un conjoint, tu vois. Je crois qu'on m'en a jamais vraiment fait, et je pense que ça me mettrait mal à l'aise. Pareil, je suis pas très tactile, alors enfin. Par exemple, en famille, j'ai ma tante qui fait des câlins à ses enfants et inversement, tu vois. Et moi, des fois, elle a commencé à m'en faire à moi. Et au début, ça m'a un peu, tu vois, j'étais un peu rigide, genre surprise, genre ah oui. Et petit à petit, je m'y fais. Des fois, c'est même moi qui vais vers elle, mais c'est très rare. Et on sent que c'est pas, je le sens. Enfin, je le sens parce que c'est moi qui le fais. Mais je pense qu'elle le sent aussi. Que je suis sur la réserve. J'ai du mal à me laisser totalement, sauf si vraiment c'est sur un élan. Et quand j'ai un élan, j'y vais, parce que sinon, je sais que quand l'élan est passé, après, je ne ferai plus de câlins. Donc voilà. Autant avec mon compagnon, je peux être très câline. Enfin, câline, pareil, c'est enfantin, en fait.
C'est le côté enfantin. C'est vraiment, je mets ma tête sur le torse, genre limite comme un bouc. Et après, j'enroule mes bras autour de lui en mode, et ça dure des fois quelques secondes, genre 5-10 secondes max. Et après, je me détache en mode, c'est bon, je vais mieux, et je repars, tu vois. C'est plus ce genre de choses que vraiment le câlin où tu vois l'autre arriver en mode, voilà, merci, machin, tout ça, la douceur. J'ai plus de mal avec ça. Je pense que ça met un peu plus mal à l'aise parce que tout simplement, j'ai jamais vraiment eu l'habitude de faire ça. Donc je suis plus une enfant impulsive que une romantique, on va dire ça comme ça. Enfin, une romantique affective. Le romantisme se traduit différemment. Par de l'attention plutôt. Donc voilà pour les massages. C'était un peu bizarre, un peu court, mais voilà. Oui, donc pas de manucure non plus si jamais. Et pour le soleil, j'aime le soleil évidemment, mais j'en ai un peu parlé avec la plage précédemment, donc j'aime profondément le soleil, jusqu'à un moment où je me sens remplie de soleil et que j'ai un peu trop chaud, ou que j'en ai eu bien assez pendant les jours précédents et que du coup je le fuis un peu, ou beaucoup, quand il fait chaud. Mais globalement, non, j'aime le soleil, j'aime vraiment le soleil. Les rayons là, dès qu'il y a le nuage qui passe et qu'il y a les rayons, ou même la lumière qui rentre dans l'appartement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais j'aime les saisons de manière générale aussi, donc s'il y a que du soleil, en fait je pensais que j'aimais ça. Fondamentalement parce que j'ai été à Tahiti pendant 3 ans et que je me suis rendu compte que c'était cool, et ensuite, avant d'aller à la Réunion, je me suis dit, mais non, trop bien, le soleil, je pense que je vais kiffer. Et une fois là-bas, donc en fait j'étais chez mon ex qui avait littéralement des fenêtres, des baies vitrées même, sur tout un pan de mur. Enfin, pas vraiment des baies vitrées, on va dire que ça prenait la moitié du mur, je crois. La moitié haute, la partie haute du mur à peu près. Et donc des rideaux partout. Et donc lui, il fermait ses rideaux, même si la lumière passait comme à travers, c'était pas des rideaux vraiment occultants. Et j'étais en mode, mais non, il y a du soleil, il faut en profiter. Et en plus, il y avait une vue de malade sur l'océan. Et du coup, j'ai tout ouvert en mode, tu verras, c'est trop bien. Il était en mode, ok, d'accord. Ça a duré une semaine, et encore, je suis même pas sûre. Et après, j'ai fait, ok, ça me saoule, et j'ai fermé les rideaux. Et dès qu'on sortait, c'était en mode, ah, le soleil, comme des vampires, genre, ah. Donc, voilà. Je pense que j'aime vraiment le délire de saison, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai aussi voulu rentrer en France, pas pour cette raison-là spécifiquement, mais ça me manquait aussi le délire d'avoir un hiver froid, l'envie de chocolat chaud, l'envie de plaid, l'envie d'un feu de cheminée, l'envie de tout ça. Donc j'aime vraiment les saisons, j'adore ça, et c'est pour ça que je suis très contente d'être en France notamment. Mais en général, je pense en Europe, en Occident. C'est qu'il y a vraiment l'automne, la pluie, le vent, les feuilles qui changent de couleur. L'hiver, il fait très froid, très sec, potentiellement peut-être de la neige, et si on a de la chance, du verglas. Tout a l'air sombre et en même temps très clair, parce que le ciel est très blanc l'hiver. Le printemps, paf, ça revient, un petit peu de chaleur, pardon, un peu de soleil, un peu de couleur, et l'été, bah alors là, limite on crève de chaud, ah, trop bien, on va faire des glaces, on va se manger des glaces et tout. Donc c'est vraiment, j'aime tous ces moments, j'aime vraiment tous ces moments. Donc, je préfère le soleil clairement que la pluie et le froid, mais si on me propose que du soleil, je vais être malheureuse en fait, voilà. À Tahiti, ça allait parce que pendant 3 ans, j'étais jeune et je me rendais pas trop compte. J'étais en mode, oh, bon, Noël, il fait bon. Je savais qu'à côté, on allait manger des crêpes à la roulotte le soir même sur le front de mer. Donc en fait, ça allait, tu vois. J'avais pas trop cette envie encore de décoration de Noël et de sapin. Pourtant, on a été gâtés. Ma mère nous a vraiment gâtés avec les décorations de Noël et tout, maison et tout. Mais je ressentais pas encore ce manque-là à Tahiti. Je pense que j'étais encore un peu jeune et je me rendais pas compte de ce que je voulais vraiment ou pas à ce niveau-là. J'appréciais le moment tel qu'il était, là je découvrais une nouvelle vie, une nouvelle culture, un nouvel mode de vie aussi, un nouveau mode de vie. Mais ça arrivait bien plus tard, quoi. Et ouais, ça arrivait bien plus tard. Donc voilà. Et en plus je venais du Jura, une vieille maison du Jura paumée en pleine forêt presque, enfin dans un tout petit village entouré de forêt, avec des champs de l'autre côté, donc c'est sûr que le passage de ça à la Réunion, c'était aussi un peu particulier. Deuxième question. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oula, vu que j'ai changé la question, c'est compliqué. On va dire les moments de détente de manière générale. Qu'est-ce que ça m'apporte? Les douches chaudes, de la détente. Ça détend mon corps. Je pense que c'est d'avoir pas une référence, comme on dit. Il y a sûrement des points communs en termes de conséquences corporelles,
des points communs entre, par exemple, une douche chaude pour moi et un massage. D'ailleurs, je pense que l'eau masse aussi, de toute façon, mais c'est vraiment de se sentir réchauffé, de se détendre sous l'eau, de laisser passer son esprit vagabonder, de laisser, tout en réfléchissant, mais en même temps, t'as le bruit de l'eau, t'as la sensation de chaud, je sais pas comment expliquer. Ça a une détente profonde. La sieste, c'est à peu près pareil, c'est quand je fais des bonnes siestes. Aujourd'hui, j'y arrive mieux qu'avant. Ben, c'est revigorant, vraiment. Je me sens bien, et je sens que je fais du bien à mon corps. J'ai l'impression d'avoir rendu service à mon corps. Enfin, je sais pas, une sorte de lien d'amour avec mon corps, quand je fais une sieste. Là, le bain chaud, c'est différent. Mais la sieste, c'est vraiment, j'ai l'impression de... Mon corps, il est content, tu vois, il fait « Ah, t'as pris soin de moi, c'est cool. » Tu vois. On s'est fait plaisir tous les deux, là, on a dormi, c'était bien, c'était cool. Pareil, quand je me couche tôt, c'est la même impression. C'est, je sais que là, mon corps a besoin de dormir. Même s'il faut que je dorme 12 heures, je dormirai 12 heures. Mais je laisse mon corps récupérer. Je l'écoute pas tout le temps, mais je l'écoute, j'essaye de l'écouter quand même bien plus qu'avant. Donc massage, je sais pas. Et soleil, pareil. Je sens vraiment littéralement les rayons rentrer dans le corps. Genre, ah, vitamine D, je crois, monter. Une jauge qui monte, ouais, une jauge de chaleur qui monte. Le corps qui se réchauffe, les rayons du soleil, les... Et pas que, c'est pas qu'un d'un point de vue corps, mais d'un point de vue esprit aussi, hein, le mental qui se détend, qui est content, la joie qui revient, et après c'est bon, t'as ta réserve, quoi. Donc beaucoup de détente, de joie, de plaisir, et du coup de l'attention aussi. Donc de la pleine conscience, de l'attention à l'environnement. Bref, que du bon. Que du bon. Comment ton corps te parle quand tu prends soin de lui ainsi? Ah bah littéralement. Ce que je viens de dire. Donc, comment il me parle? Alors, je pourrais dire il se sent vraiment détendu, mais pas tant que ça. J'ai une forme de détente, ce qui veut dire que j'ai les muscles qui se relâchent, en gros. Mais je sens comme une sorte de... Ça revigore. En fait, je me sens plus dense qu'avant, plus remplie, un peu plus d'énergie sans être une pile électrique, hein, très clairement. Mais je me sens plus... Peut-être que c'est ça, quand on dit qu'on est plus ancré. Mais ouais, plus remplie et pleine, donc, de genre d'un soleil, de chaleur et de densité, surtout de la densité. Ça me fait penser un peu à un arbre, à de la volonté, à du soleil en même temps. Vraiment une couleur jaune rayonnante. Et en même temps, je vois vraiment le tronc d'arbre et les branches et les feuilles au-dessus. Donc vraiment quelque chose de robuste, de vivant. Ça régénère, ça revigore, ça régénère. Et il me... C'est ça en fait. C'est ça sa parole, si tu veux. C'est ça sa communication. C'est ce ressenti-là, et en même temps, même pas la certitude, mais le fait, littéralement, qu'il se sent mieux et il est plus comme un arbre en bonne santé. Voilà. C'est pas trop une parole de type merci, même si quand j'ai dit pour la sieste, c'est comme s'il me remerciait, mais c'est... Ouais. La sieste, c'est pas trop le soleil, hein, c'est plus vraiment l'arbre, le repos de la plante, quoi. Le repos, ouais. L'énergie, tout ça. Récupération de l'énergie. C'est une partie très bizarre. Bon, passons à la seconde partie. Le quotidien, est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on l'invente? Alors j'espère que ça ressemblera pas trop aux premiers épisodes que j'ai fait. Voyons voir. Ta routine, est-ce que c'est un confort ou une prison? Ça aussi entre les deux. C'est un confort qui peut être prison. Voilà. On me demande de prendre parti, on me demande d'être dans un clan et j'y les deux, comme d'hab. Bah en fait, moi ma routine, moi personnellement, parce qu'il y a des gens qui vont pas du tout vouloir de routine et d'autres qui au contraire il leur en faut absolument. Mais moi personnellement ma routine, donc on va dire un peu mes quêtes, dont j'ai déjà parlé dans un podcast précédent, je ne sais plus lequel, dans un épisode précédent. Mes quêtes sont vraiment me structurent la journée et mon mois de manière générale plutôt, et un peu la journée. Mais en fait je reste flexible. Si par contre je me mets la pression, ça devient une prison. Classique. Vraiment classico-classique. Mais c'est juste ça. Ça, en fait, c'est une base solide. C'est un peu les fondations de mon habitation, si vous voulez, de ma maison, voilà.
mais il faut que je fasse attention de ne pas mettre trop de murs. Vous voyez, c'est un peu comme quand on crée par exemple une maison sur un jeu vidéo de survie ou dans les Sims ou ce que vous voulez. Et au début, vous avez juste une maison assez vide ou juste même pas rien, vous avez aucune fondation. Vous mettez les fondations, vous commencez à mettre des murs. Et vous vous prenez au jeu et vous commencez à mettre de plus en plus de murs. Vous faites des pièces, des portes, des meubles. Là, faut passer par-ci, par-là et tout. Et en fait, là, ça devient une prison parce que vous avez mis même pas trop de meubles, mais trop de murs. Et c'est souvent là où on se dit, bon, après tout, on peut ouvrir la cuisine, hein, vas-y, on va faire une cuisine ouverte sur le salon, tu vois. Mais c'est un peu ça. Ça peut devenir une prison quand vraiment il y a une pièce spécifique pour chaque truc et qu'il y a une porte pour chaque pièce et qu'il y a au moins une fenêtre dans chaque pièce, tu vois. En fait, tu réfléchis plus à ce que tu veux vraiment, c'est plus vraiment organique, c'est plus juste structurel et comment dire, purement même pas logique en fait, c'est comme ça, tu vois, genre une pièce, il faut qu'il y ait une porte, une fenêtre, un tapis, un machin, un truc, point. Et du coup, tu fais ça pour tu fais un copier-coller sur chaque pièce. Alors qu'en fait, quand tu dézoomes, quand tu as fait ta maison, tu te rends compte que c'est invivable quasiment. Tu te dis, mais en fait, j'aimerais ramener un peu de moi dedans. Et moi, j'aimerais bien avoir un gros lierre qui passe au niveau du salon, là. Donc, je vais casser cette partie-là, je vais mettre un gros lierre ici. Et là, au lieu d'être une fenêtre, je vais mettre plutôt une porte vitrée. Du coup, tant pis pour le canapé, on va essayer de faire autrement. Après tout, pourquoi avoir une télé, tu vois, finalement? Pourquoi avoir une télé? Parce que c'était noté, dans le salon, il faut une télé, un canapé, tu vois, une table basse, voilà. Et en fait, c'est le fameux, faut jongler un petit peu quand tu vois que tu t'enfermes dans un truc et que, en fait, tu passes ta journée à faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour toi, ou dont la majorité n'a plus de sens pour toi, en fait, qui est censé avoir du sens pour toi parce que c'est quelque chose que tu aimes, mais tu cours plus après le temps, tu cours plus après la validation des checkbox que à vivre le moment. Et donc du coup, soit tu réduis le nombre de tâches dans la journée, soit tu réduis l'intensité des tâches du mois, par exemple, soit tu te dis après tout, il faut que je me remette dans l'action et que je ne sois plus trop dans ma tête. Donc là, j'avais dit quoi, 1 heure de dessin ou 1 heure de coloriage ou 2 heures de jeux vidéo, allez. Et j'oublie le reste et je me plonge là-dedans. Je fais confiance à mon planning, je me plonge là-dedans, je lâche prise en fait, c'est ça. Quand tu fais ta maison avec toute une liste d'objectifs et une liste de tâches, enfin quand tu fais ta routine du coup, je dis ma maison mais c'est une métaphore, ben tu es dans ton mental. Et c'est agréable. Moi je sais que j'adore faire des listes de tâches, j'adore des listes tout court, lister des trucs. Mon esprit il devient plus clair ainsi et j'arrive à... Et du coup c'est ça, voilà, faut passer le cap du j'arrive à lâcher prise. Ça veut dire que c'est bon, c'est sur une liste, comme une liste de courses par exemple, je n'ai pas besoin d'y penser, je sais que la liste de courses elle est là, elle existe, il y a les trucs importants auxquels je pense qui sont écrits dessus, je peux essayer de côté. J'ai mon planning, je sais que j'ai mis tous mes rendez-vous, j'ai noté le rendez-vous par exemple du médecin, ok, je peux l'enlever de mon esprit, au pire je commencerai à y repenser quand le rendez-vous arrivera. Voilà, faut faire confiance en fait aux outils, à ces plannings, aux gens aussi à qui on l'a dit, en supposant qu'on s'en sert comme des alarmes un peu. Mais et là, du coup, quand tu lâches prise, tu peux commencer à vivre un peu plus, être plus toi-même, et donc te dire, après tout, c'est quoi, je vais changer ça, je vais changer la couleur de ça. Tu passes à des choses un peu superficielles, mais qui en fait sont fondamentales. Tu passes un peu à du skin, à de l'amusement aussi, à pourquoi pas changer de système ou un peu de manière de penser. Oser faire ça différemment. Là, j'ai mis une liste de 5 checkbox. Tu sais quoi, j'ai changé en fait. Je vais pas mettre des checkbox, je vais plutôt surligner quand ce sera fait. Voilà, ce genre de choses. Je sais pas si c'est très parlant, mais... Et donc pour moi, ça devient, bah du coup, c'est une prison quand... Enfin, pardon, ma routine est une prison quand je check, et que je me dépêche vite, vite, vite. Et c'est un confort quand j'arrive à faire pause et à me plonger dans l'action que je veux réaliser ou dans la tâche que je veux réaliser. Et là, je la ressens vraiment. C'est est-ce que j'ai envie vraiment de faire cette tâche-là? Est-ce que je prends plaisir à la faire là maintenant? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire cette tâche-là? Parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de l'ombre, parce qu'on est en pleine nuit. Voilà. Et du coup, là, je module un peu plus avec la vie et non pas avec mon mental. En gros, avec mon corps, si vous voulez, et non pas avec mon mental. On va dire ça comme ça. Avec la vie, et non pas avec la logique. C'est super important de lier les deux, hein, vraiment. Parce que si tu fais que la vie, ah bah dans ce cas t'as aucun planning, rien du tout, t'improvises tout le temps. Et des fois ça t'empêche même
Des fois, ça t'empêche d'aller au bout d'un projet, ou d'aller au bout d'une idée, ou de ne pas tenir sur la longueur aussi, c'est possible. Donc c'est pour ça que le combo des deux, l'équilibre des deux est très important. Et ça dépend des gens, vraiment. Il y a des gens qui vont vouloir seulement 20% de routine et 80%, on va dire, d'improvisation et de ressenti. Et des gens, ça va être l'inverse, et ils vont se sentir bien. Le confort, c'est en fait ton bon équilibre. Où se trouve ton bon équilibre entre logique, on va dire, et ressenti, corps, action. Voilà. Deuxième question, quelle petite habitude tu adores, même si elle est banale? Je pense à ça parce que je regarde ma cuisine là, mais c'est le fait, alors j'ai envie de dire d'être minimaliste, oui, en gros ça revient à ça, mais c'est le fait que tout est à peu près à sa place, bien posé, bien rangé, et que j'ai des surfaces où il y a rien. Même si là, vu que c'est juste une seule pièce, et chaque surface, il y a au moins un truc dessus. Mais par exemple, j'ai un meuble de cuisine, là, qui est assez gros, sur lequel j'ai mis un petit meuble Ikea Kallax 4 cases classique, et à côté mon micro-ondes. Et en fait, du coup sur le micro-ondes j'ai mis mon compost, donc j'ai juste une petite boîte, voilà, ou deux quand vraiment j'ai la flemme d'aller au compost. Et dans mon étagère Kallax, j'ai dans une case des bocaux, donc c'est les bocaux en gros de ce que je vais manger dans la semaine, ce que je mange actuellement. Donc souvent il y a un bocal de féculents, un bocal de protéines, un bocal d'infusion, ma sauce avec l'huile, bref, ce genre de choses. Donc là c'est rangé plus ou moins, tu vois, il y a les colonnes, mais après c'est pas au millimètre près, quoi. Mais je sais que chaque bocal a à peu près sa position. Et au-dessus, j'ai mes deux petites boîtes. À gauche, j'ai mes serviettes pour la douche avec en même temps ma literie et mes sous-vêtements. Et en dessous, j'ai à gauche, donc en bas à gauche, j'ai les cadeaux. Donc les cadeaux parce que Noël arrive, parce qu'il y a aussi les anniversaires, il y en a pas mal en fin d'année, voilà. Donc et en fait j'aime bien que tout soit organisé, qu'il n'y ait pas beaucoup de choses. Et du coup le ménage est rapide, ce qui fait que c'est assez souvent propre, c'est rare que ce soit vraiment sale, ou alors je laisse traîner pendant au pire une semaine. Mais quand je dis sale, s'il y a une tache ou deux, ou quelques miettes de pain quelque part, bon, c'est pas très grave. Et j'aime cette habitude que j'ai de feignasse en fait, de grosse feignasse, parce que j'aime pas faire le ménage, ça me saoule. Et donc, je me suis dit comment faire pour réduire, en fait c'est comme pour le travail, j'ai fait pareil, comment faire pour réduire cette corvée qui est chiante. Et je pourrais me dire, je paye quelqu'un, ou tant pis, je me motive et je force, ou je prends un produit miracle et hop, en un coup c'est fait. J'ai un peu combiné tout ça, oui et non, mais je me suis dit j'ai pris plutôt le problème à l'envers, c'est, bon, faire le ménage, ça prend du temps, pourquoi? Parce qu'il faut que je lave ça, 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 ça. Bon, est-ce que je peux pas réduire? Est-ce qu'on est obligé de laver les surfaces? Ouais. Le sol? Ouais, à un moment donné, ce serait bien, tu vois. Donc déjà, j'ai réduit un petit peu pour être confortable. J'ai essayé de laver une fois par semaine, laver une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, laver 2 fois dans la semaine. Bon. Une fois par semaine, ça me va, ok. Et ensuite, est-ce que je veux tout faire d'un coup dans la même journée ou en plusieurs tâches? J'ai testé les deux. Bon, faire tout dans la journée, ça peut être sympa, mais quand t'as vraiment pas envie de le faire dans une journée précise, et que tu retardes du coup, enfin, tu repousses au lendemain, le lendemain, t'as pas juste une petite tâche à faire, tu te retrimbales les 3 tâches. Le ménage surface, sol et par exemple les WC. Ou la lessive aussi, tu vois. La lessive, ça va, ça me dérange pas trop. Et donc du coup, en fait, j'ai testé plusieurs choses et maintenant que j'ai trouvé mon beau combo, je suis trop contente d'avoir peu d'affaires, peu de surface à laver. En fait, d'avoir peu de choses à laver. Et quand je lave, c'est facile de déplacer les meubles, enfin pas les meubles là, mais les objets. Et les meubles aussi en vrai. Donc du coup, c'est un plaisir. C'est un plaisir et je suis trop contente. D'être un peu maniaque et feignante. Que ma feignantise ait servi... c'est plutôt l'inverse. C'est marrant, c'est que les deux sont en collaboration, vraiment. J'ai ma feignantise qui sert ma... Comment on dit, maniaquerie? Et j'ai ma maniaquerie qui sert ma feignantise. Donc c'est parfait. Parce que je me considère pas comme maniaque, mais je le suis un peu devenue. Parce que vu que j'ai peu d'affaires, peu de choses, du coup je nettoie rapidement. Donc je le fais comme ça vite fait, hop hop hop, c'est fait. En fait, je pense que pour les gens, je peux sembler un peu droite carré et un peu maniaque. Le terme est vraiment fort parce que il y en a des gens, c'est vraiment maniaque. Mais bon, admettons, allez, je veux bien supporter le terme, mais je pense que c'est pas honneur envers les vrais maniaques. On va dire ça comme ça. Mais je peux sembler un peu vraiment droite carré et rigide pour des gens, mais c'est parce qu'en fait, je suis fainéante. Et ça, ils ont du mal à le comprendre.
Ils ont du mal à comprendre, et je vais beau le dire, mais je fais parce que je suis feignasse. Je suis feignasse, c'est juste pour ça. Et que j'ai pas envie de faire des trucs qui me plaisent pas. Et donc du coup, j'ai trouvé le moyen que quand il faut les faire, parce qu'il faut les faire, bah, ce soit fait rapidement. Et vraiment, des fois, je le fais pas en 2-3 semaines, et c'est pas grave, tu vois. Et vous me verrez, par exemple, nettoyer la vaisselle, c'est abominable. À chaque fois, quasiment, quand je reprends une vaisselle soi-disant propre, je me dis, ah, c'est marrant, il y a de la tomate encore qui reste là. Ah, putain, j'ai oublié de nettoyer ça. Oh, mais gars, non. Tu vois, et vraiment, je suis pas du tout, là où je dis je suis pas maniaque, c'est que je fais les choses, sauf que la vaisselle, je peux pas diminuer encore plus. Enfin, ou alors j'ai pas trouvé l'astuce. Mais j'ai une fourchette, un couteau, une petite cuillère, une grosse cuillère, j'ai 2 assiettes, parce que je me suis fait plaisir. Je me dis, allez, Mégane, prends une assiette d'hiver, un peu automne, et une assiette plutôt été. J'ai des petits bols, pareil, bol pour des ramen ou chocolat chaud le matin, si jamais je veux en faire, ou une salade de choux à côté. Enfin, j'essaie de me faire plaisir en me disant, je vais multiplier un petit peu les modèles de ma vaisselle, mais en même temps, je veux un minimum de vaisselle, et je ne veux pas de choses qui soient inutilisées. Sinon, pour moi, c'est du gaspillage, en fait, parce que je me dis, si c'est un objet qui est inutilisé, prenons par exemple, une assiette, justement. Quand j'ai changé mon assiette blanche, que j'ai depuis très très longtemps, une assiette creuse, et que j'ai commencé à acheter une assiette bien plus creuse, une sorte de gros bol, un peu de grosse salade, vous voyez, un gros bol de salade très coloré pour l'été, j'ai mis mon assiette blanche dans mon tiroir, donc là où je mets ma vaisselle, mais plus au fond à droite, parce que j'ai de la place vu que j'ai pas beaucoup d'affaires. Et je me suis dit, Mégane, tu vas la garder quelques jours, voire quelques semaines, pour être sûr que ton gros bol de salade que tu viens d'acheter est cool, et que tu l'aimes bien, et que tu regrettes pas ton assiette blanche si jamais tu la donnes trop vite. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis un peu habituée, et assez rapidement, je me suis dit, bon, maintenant ça me saoule dès que j'ouvre le tiroir, je vois mon assiette blanche qui ne sert à rien, tu vois, visuellement, ça me titille, elle sert à rien, elle est posée là, elle embête personne en soi, parce qu'elle est au fond à droite, je peux prendre tout le reste de ma vaisselle sans la toucher, tu vois. Mais elle est là, elle devrait pas être là, elle pourrait ne pas être là, ça pourrait être plus vide, je pourrais poser mes affaires de manière encore plus... Chaque objet pourrait avoir encore plus de place pour lui, tu vois. Et du coup, ça m'a titillé. Et en plus, quand je nettoie mon tiroir, donc c'est une fois par mois, donc ça va, ben il faut que je soulève cette assiette-là, et que je la sorte, que je lave en dessous. Alors que si elle n'était pas là, ben j'aurais pas eu besoin de bouger cet objet, tu vois. Et donc là, c'est l'objet que c'est ma feignantise qui parle. Du coup, je me dis, hop, ça dégage. Je la donne. Et donc du coup, bah, j'en suis venue à avoir très très peu d'objets dans ma vie. Merci aussi encore une fois à Dominique Leroux avec l'art de la simplicité, hein, qui m'a clairement étalé dans ce sens-là, m'a fait découvrir tout ça. Parce qu'avant j'étais une personne normale, on va dire, classico-classique, avec une armoire avec plein de bouquins dedans. J'avais toute la série de la confrérie de la Dague Noire, j'avais Glenn Cook, la confrérie la confrérie de la Dague Noire, et Glenn Cook, la Compagnie Noire. Hein, j'avais aussi Anita Blake, enfin bref, en gros j'accumulais des bouquins avec double rangée derrière devant, et je me suis dit quand même c'est pas mal d'avoir des bouquins parce que je les trouve jolis, mais surtout ça montre que j'ai lu, tu vois. Et en fait quand j'ai commencé à lire Dominique Leroux et à me rendre compte que on peut avoir une bibliothèque virtuelle, on peut garder uniquement les livres qui nous font plaisir, mais pourquoi avoir une bibliothèque juste pour montrer ce qu'on a lu, pour montrer qui on est, montrer la preuve de regardez, je suis une lectrice, j'ai une grosse bibliothèque. Mais ça sert à rien. Je parle pas de ceux qui aiment profondément avoir une bibliothèque parce qu'ils trouvent ça beau et que ça leur fait plaisir quand chaque livre qu'ils voient, pour eux c'est un lien émotionnel qu'ils ont avec le livre, tu vois. Ça je peux comprendre. Mais tu sens quand tu veux juste montrer que tu lis, montrer ce que t'as lu, avoir une aide pour t'affirmer un peu plus, finalement quand tu combles d'une forme de manque de confiance en toi par des objets. On connaît très bien la grosse voiture ou les vêtements de marque, mais les livres, ça en fait partie aussi. Hein. Tout, en fait, tout. Avoir une grosse maison, enfin voilà. Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes au fond de toi, ou est-ce que c'est parce que si tu te l'enlèves, t'as l'impression d'être un peu une merde, quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est un peu aussi devenu, pas une signature, mais une force de me dire, ouais, j'aime avoir peu de choses. Et il y a des gens qui adorent, qui aimeraient trop être comme moi, et il y en a d'autres qui, pour eux, non, c'est horrible. Alors, en fait, on a comme d'hab, ceux qui ont, ceux qui ont raison. C'est dur de dire ça comme ça, mais tant pis, allons-y gaiement. Ceux qui ont raison, c'est-à-dire ceux qui sont alignés avec qui ils sont. Il y en a autant qui peuvent me dire, c'est trop bien, l'idée est trop bonne, je kiffe, et j'ai envie de faire ça, ok.
que des gens qui peuvent dire waouh, jamais de la vie je pourrais faire ça. Moi j'aime trop avoir ma cafetière et tout, j'aime trop avoir mes objets, mes paires de chaussures, les 8 là alignés, paf paf paf, mes je sais pas, mes 12 vestes, voilà. Et en fait, ils sont pas dans le jugement vraiment, ils disent juste waouh, moi ça me plaît ou alors moi ça me plaît pas. Et derrière, ils ont l'envie soit de continuer à faire ce qu'ils font vraiment, ou de changer parce qu'ils se rendent compte que finalement ça ne leur convient pas, tu vois. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes en fait, littéralement, ils sont honnêtes avec eux-mêmes et donc avec toi. Par contre, ceux qui imposent leurs valeurs, d'une certaine façon, imposent leur vision de vie, leur vision tout court même, ah ça c'est plus compliqué. C'est là où je dis ces gens-là n'ont pas raison en soi, c'est ceux qui vont juger et qui vont vouloir te changer, qui vont te faire comprendre que ce que tu fais c'est pas bien, parce que ceci, cela. Ou l'inverse aussi, qui vont te faire comprendre que ce que tu fais c'est bien, parce que les autres ce qu'ils font c'est pas bien. Et en fait, là aussi c'est pas bon. T'es pas censé savoir, comment dire, t'es pas censé même dire ce qui est bon ou pas pour moi. Tu peux te poser la question, dire mais tu aimes vraiment ça? Parce que moi ça me perturbe, j'aurais l'impression, ou genre ça me donne l'impression que t'es dans le manque, ou que tu oses pas t'affirmer, tu vois. Tu peux donner des pistes de réflexion, et en fait tu cherches derrière le débat, tu cherches que je te réponde, mais dire tu t'as pas assez d'objets, tu vis dans la pauvreté, et je pense que tu manques, je sais pas moi, de confiance en toi. Déjà il a dit je pense, donc ça va. Mais c'est un jugement de valeur, et en fait, c'est pas, je sais pas, moi j'apprécie pas trop. Même si c'est vrai, c'est mal dit. C'est mal dit parce qu'en fait l'autre part du principe qu'il a raison, et que tu ne sais pas toi ce que tu veux, ou que tu ne sais. En fait, il balaye un peu tes expériences, il balaye ta réflexion et ton raisonnement derrière, limite. C'est comme si ça n'existait pas. Il voit juste le fait qu'il y ait que moi je me sens pas bien là chez toi, parce que pour moi c'est la pauvreté, donc je considère que tu te sens pauvre. Point. Tu vois, c'est ça qui m'embête un peu. Alors pas dans encore une fois la réflexion qu'il donne, parce que moi je suis bien comme je suis, mais j'apprécie pas ce genre d'interaction. Donc je me dis bah c'est un sujet qu'on va clore, ou alors on passe à un autre sujet, ou alors j'arrête de voir cette personne-là parce que c'est pas intéressant. Mais voilà, c'est plutôt ça, où je suis en mode, ah, ça me plaît pas, cette interaction ne me plaît pas. Elle m'apporte pas grand-chose, elle m'apporte pas vraiment de réflexion, elle m'apporte plus il faut que je me justifie, ou que je me défende, ou que je devienne agressive parce que, enfin, il faut que, ou alors je risque de devenir agressive parce que du coup je me sens attaquée, tu vois. Je suis en mode, ça me plaît pas. Pour moi c'est de l'attaque, c'est pas de la compréhension ou de la réflexion. Pourquoi je suis partie là-dedans? Je ne sais pas. Question 2. Question 3, pardon, j'ai fait la deuxième. Question 3. Comment tu rends ton quotidien un peu magique? Eh ben, justement, restons sur mon meuble Kallax à 4 cases, qui se trouve sur mon meuble de cuisine, et qui se trouve en dessous d'un tableau avec des grosses feuilles. Je parle depuis tout à l'heure en regardant donc ce meuble-là, qui est pas en face de moi, qui est en diagonale, mais du coup je me suis mise en diagonale, donc il est en face de moi, et je suis trop contente d'avoir fait ça finalement. J'ai donc dans ma case en bas à gauche, j'avais dit les cadeaux. Les cadeaux que je voulais acheter, enfin que j'ai acheté pour ma famille, pour mes amis, pendant le mois précédent. Et j'ai acheté aussi, je me suis dit c'est chiant d'acheter un rouleau de papier cadeau. Parce que le rouleau, t'en fais quoi? C'est grand, t'as des semi-rouleaux, mais bon, c'est un gros cadeau, c'est relou. Il faut sinon le consommer en une fois, et voilà. En plus, c'est pas très écologique, c'est vraiment tu le déchires et puis ça se jette. Enfin, je vais pas faire tout un débat sur le rouleau de papier cadeau, mais il y a plein de choses qui sont chiantes à ce niveau-là. Et je me suis dit, j'aime bien l'idée des sacs cadeaux. Ils sont beaux. Il y a des très beaux sacs cadeaux, je trouve, avec des jolies choses. Et du coup, je peux ne pas emballer le cadeau parce qu'en fait, je mets le cadeau dans un sac cadeau. Je récupère mon sac cadeau et j'utilise plusieurs fois. J'en prends soin et en même temps, je peux même éduquer, par exemple, mes petites nièces qui sont quand même très jeunes, à il y a des cadeaux où tu ne déchires pas le papier. Où en fait, tu vas juste prendre délicatement ce qu'il y a dans le sac, profiter du sac en lui-même, dire waouh, ça brille, c'est sympa, et le rendre à ta tante, entre autres, ou le garder si tu veux le garder vraiment, mais bon, moi je les récupère. Et t'as pas l'excitation et un peu la sauvagerie de déchirer le papier cadeau. Qui est une bonne leçon aussi, mais vu que nous, en gros, on fait que ça, enfin, dans mon entourage, il y a quasiment que des papiers cadeaux, ben, c'est pas très diversifié. Il pourrait aussi y avoir, attention, le papier cadeau de type tissu, cousu main, emballage craft, enfin, peu importe. Moi, je suis partie sur les paquets cadeaux en ce moment, enfin, les sacs cadeaux. Et donc, je m'en suis pris un
qui rentre pile poil en termes de hauteur. Il doit faire quasiment 30 cm de haut. J'ai acheté récemment dans une boutique, enfin Intermarché, vraiment un truc classique. Parce que en fait, je m'amusais à ranger, si vous voulez, les sacs cadeaux dans un rayon, parce que je trouvais ça sympa, je voulais les voir un par un. Et je suis tombée sur celui-ci où ce sont des dinosaures. Des dinosaures, mais enfantins. Et ils brillent. Ils brillent. Ils brillent de mille feux. C'est dans les teintes vertes. Donc un vert émeraude, un vert sauge, il y a quoi d'autre? Il y a vert sapin, il y a aussi un petit peu de couleur saumon, et il y a un petit peu de marron, je dirais un vert olive, ouais, un vert olive mais qui tire un peu sur le marron jaunâtre. Et en fait, il est trop beau. D'un côté, donc il brille, donc pas tous les dinosaures, mais quelques dinosaures brillent ou certaines parties des dinosaures brillent. De l'autre côté, c'est la même chose, mais sans le côté brillant. Et quand j'ai vu, au début, je l'avais mis de profil. J'avais mis les sacs cadeaux de profil, donc j'en ai un deuxième plus petit, et j'avais mis un peu 2-3 cadeaux qui étaient pas emballés derrière. Et je me suis dit, mais en fait, ce sac il est trop beau. Pourquoi est-ce que je mets les sacs cadeaux de profil? Et j'ai commencé à le mettre de face. Et depuis, je le regarde assez souvent. Et genre, et c'est trop bien. Je vois des dinosaures qui brillent dans mon meuble de cuisine, à côté de mes bocaux, en dessous de ma literie. Donc vraiment, trop bien. Et en fait, il va pouvoir rester là très longtemps parce que du coup, je vais l'emmener avec moi pour, par exemple, offrir à Noël des cadeaux. Et quand je reviendrai dans la maison, je l'aurai aussi avec moi, vide, mais je l'aurai aussi avec moi et je pourrai le remettre ici. Et si on est en janvier, février et qu'il n'y a pas de cadeau à offrir, je vais pouvoir le remplir, je sais pas, avec mes serviettes de bain par exemple. Euh, ou alors je peux aussi le plier et le ranger délicatement dans un coin, parce qu'il va être à plat. Donc vraiment, voilà comment je mets de la magie dans mon quotidien, entre autres. Des fois je me dis, mais en fait c'est trop mignon, pourquoi est-ce que je ne l'afficherai pas, pourquoi est-ce que je ne le choisirai pas déjà, donc je l'achète. Et ensuite, pourquoi est-ce que je ne l'afficherai pas? Du coup, je l'affiche et je le pose de manière visible dans ma vie, pour que je puisse le voir, et me dire, waouh, c'est quand même vachement beau. Et pas que je me le dise juste une fois quand je l'offre, tu vois. Voilà. Je fais pas ça avec beaucoup de choses, et j'ai fait ça avec lui, mes tableaux, mais bon, c'est littéralement des tableaux, donc c'est fait pour être accroché aussi. Et la vaisselle, je me dis, c'est intéressant, pourquoi pas de la changer aussi un peu plus fréquemment, et dès que j'en veux plus, je la donne à Emmaüs, par exemple, ou je la mets dans une boîte à livres. Il faut pas, mais bon, tant pis. Moi, elles sont vides en ce moment, donc... Et je m'en prends des nouvelles. Tu vois, je pourrais chaque année me dire, je me prends une nouvelle assiette d'été et une nouvelle assiette d'hiver. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je peux autant en acheter des neuves que je peux en acheter des d'occasion aussi. Bon, la vaisselle, c'est un peu compliqué parce que j'aurais peur qu'elle casse en me faisant livrer. Après, je peux la prendre à Emmaüs, du coup, pour le coup. Bref, c'est... Ouais. Avoir moins d'objets, mais qui me correspondent plus. Et aussi m'autoriser, donc ça, je voulais pas trop auparavant parce que je trouvais pas ça écologique, pas économique, blablabla. Parce que je me restreignais, j'avoue. Mais me faire plaisir en changeant les objets, en changeant les choses que j'ai envie de changer. Et c'est pas grave, parce que je peux donner ce que je ne veux plus, au lieu de qu'il reste là à glander dans un placard, et donc à être gaspillé. J'achète quelque chose de neuf, certes, qui consomme des ressources, mais je peux aussi acheter un truc qui n'est pas neuf. C'est de temps en temps, vu que j'ai pas beaucoup d'objets, j'ai pas grand chose à racheter, si j'ai envie de racheter. Je réfléchis bien aussi avant de racheter. Donc, et il faut se faire plaisir aussi, quoi. Faut pas non plus vivre dans la... Enfin, ça c'est que mon avis, mais il faut pas non plus vivre dans la contrainte. Ouais, parce que sinon tu crées des manques, tu crées des faiblesses. Donc, fais-toi plaisir, et si effectivement tu te rends compte que tu consommes trop, donc c'est vraiment pas bon, essaie de voir comment tu peux diminuer ça. Pourquoi, surtout, pourquoi t'as envie de consommer autant tel produit ou telle chose, ou c'est quoi le besoin qu'il y a derrière, c'est quoi la faiblesse qui est derrière, c'est quoi la blessure qui est derrière. Et évidemment, choisis de plus en plus, pour te sentir aligné, des produits qui sont alignés avec tes valeurs, avec tes principes, et si tu n'y arrives pas, si c'est trop cher, si tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, en prendre conscience et faire des efforts, c'est le principal. C'est vraiment le principal. Tu fais des efforts quand tu peux, quand tu veux, quand t'as l'énergie. Sinon, ça risque de te retomber sur la gueule fois pire, fois 1000. Et les gens qui comprennent pas, c'est pas grave non plus. C'est vraiment pas grave. Ils te comprennent pas, littéralement, tu vois. Ceux qui comprennent pas ce que tu fais, c'est qu'ils ne te comprennent pas. Le problème vient pas forcément de toi, c'est littéralement entre eux et toi.
de eux à toi, il y a un truc qui va pas, ils ont pas compris, ils ont pas lu en toi, ils ont pas, ou alors ça ne leur convient pas, ça va à l'encontre de leur valeur à eux, ou à l'encontre de leur zone de confort aussi, et du coup s'ils commencent à se dire que c'est toi qui as raison et pas eux, ça risque d'écrouler leur monde, et alors là, bah, c'est là où tu peux avoir les plus gros éclats de voix, les plus grosses agressivités où tu te dis mais ça vient de nulle part, bah en fait ça vient d'eux, mais oui ça vient un peu de nulle part de ton point de vue, c'est sûr et certain. Et t'es pas obligé de le subir, vraiment pas. Hein. T'as le choix. Là, t'as le choix de le subir ou non. T'as le choix de dire stop ou non. T'as le choix d'encaisser, dire ok, j'attends qu'ils finissent. Maintenant, je veux dire, par contre, tu recommences pas. Ou alors si tu peux recommencer, mais en fait, stop. Je coupe les ponts. Et le soleil qui arrive, hein. Voilà, le soleil qui... Ah, c'est trop beau. Qui tape un petit peu sur mes petites boîtes lama de bricolage, ma literie, et donc sur... On dirait des pogs un peu. Sur les dinosaures qui brillent. Magnifique. J'ai envie de m'acheter des autocollants à mettre sur la vitre de ma porte vitrée de la cuisine avec des cerfs, enfin genre pour Noël et tout, des flocons de neige. Je verrai, je vais me calmer, mais je verrai ce qui tient. Comme quelle envie tient ou quelle envie ne tient pas. Bref, passons à la question suivante, la dernière. Si tu pouvais transformer une corvée en moment agréable, ce serait laquelle et comment? Une corvée en moment agréable. Pour moi, c'est pas trop une corvée, mais récemment, je regarde un stream d'Ultia, enfin un replay d'Ultia sur les Sims business et loisirs. Et dans une vidéo, elle parle du fait que quand elle cuisine des pâtes à l'aroma, elle met une chanson spécifique italienne. En gros, c'est une forme d'opéra, je sais plus c'est quelle chanson. Euh, et, euh, et du coup, en rigolant, il dit mais faites-vous plaisir, enfin, en vrai, on s'en fout, tu vois. Et là, il y en a un qui dit mais est-ce que si je fais des tacos, je peux mettre une musique typique ou est-ce que c'est mal vu? Et là, je me dis mais en fait, on s'en fout vraiment. Et Iltia est en mode bah ouais, je pense pas que quelqu'un va sonner chez toi en te disant oui, c'est raciste. Fais-toi plaisir. En fait, à partir du moment, bon, c'est tout un hot take, mais à partir du moment où t'as de bonnes intentions, et au fait, juste, tu te fais plaisir, tu t'amuses, mais de manière vraiment pure, tu vois, pas par méchanceté, pas pour te valoriser, pas pour, voilà. Vraiment, si ça t'amuse purement et simplement, et ça te fait rire, pas que tu trouves ça drôle, bah, c'est que ça te rapproche, en fait. Peu importe que ce soit des clichés culturels, on s'en bat les couilles. Ça te rapproche. Et encore une fois, je parle pas de moquerie, hein. Il y a une grosse différence, hein. Faites attention à l'intention de la personne. Une personne qui va se moquer vraiment parce qu'elle veut montrer que elle aime pas des personnes ou qu'après tout ils sont différents, c'est très bizarre. Tu vois, c'est un peu, ça se sent. Moi, en tout cas, je le sens. C'est désagréable. Ou une personne qui va te faire la même blague, mais qui va vraiment rigoler, mais tu vois, en pleurer de rire. Tu vois, il va pleurer de rire. Tu fais mais attends, ah putain, il y a le pimpon. Il est passé vite. Il est excité. Je pense que c'est parce que c'est midi. Je sais pas. Mais une personne qui va vraiment pleurer de rire, pour de vrai, tu peux pas lui dire oui, t'as des mauvaises intentions, tu comprends. Tu peux dire bon, ça a fait du mal, moi ça me fait du mal et tout. Oui, ça tu peux. Mais lui derrière, il s'éclate quoi. Il ou elle d'ailleurs. Donc amusez-vous, hein, vraiment amusez-vous et peu importe que ce soit hein, appropriation culturelle ou quoi, en vrai moi j'irais on s'en fiche. Amusez-vous. Rigoler. Et par contre, si on vous explique que ça fait du mal, personne dit, ben, moi, je trouve ça raciste, moi, je trouve ça pas drôle, moi, je trouve ça réducteur. Essayez de comprendre pourquoi, par contre, c'est super intéressant, si vous avez la patience et l'envie, de comprendre pourquoi cette personne, qu'est-ce qu'elle n'aime pas là-dedans. Déjà, est-ce qu'elle se sent ciblée spécifiquement, ou est-ce qu'elle se sent ciblée parce qu'elle a un pote qui est la cible de ce genre de moquerie, blablabla, voilà. Et est-ce qu'elle est légitime vraiment, ou est-ce qu'en fait, elle fait une sorte de justicier pour son pote, et donc en fait elle sent la douleur alors que son pote ne l'aurait pas senti. Enfin voilà, il y a plein de choses à décortiquer là-dedans et je sais que ça peut être des sujets sensibles, mais vraiment, je m'en suis rendu compte, ça c'est comme mon ex qui est en gros est créole slash chinois, faisait des blagues, disons-le racistes du coup, en gros qui se basent sur la race, donc enfin sur les différentes cultures, différentes espèces, sur l'espèce humaine mais de différentes cultures, et faisait des blagues du coup sur en gros les créoles, enfin les créoles, pas que, et sur les chinois. Ou alors il rigolait face à des réels ou des stories
qui effectivement se moquait littéralement, par exemple, d'un Chinois. Et quand je le voyais rire, j'étais en mode, mais il est à moitié chinois, littéralement. Il a le droit, genre. Et j'étais en mode, mais pourquoi lui, il a le droit et pas moi? Tu vois, c'est trop bizarre. Et au début, j'étais un peu en mode, ouais, mais c'est bizarre que tu fasses ça. Et puis, t'es en mode, bah, et en même temps, hein. Tu vois, et ça le faisait rire. Et j'étais en mode, mais à quel moment tu peux dire qu'une personne est légitime de rire d'un truc ou non? C'est trop bizarre, effectivement. Et c'est là où j'ai commencé à me détendre sur le sujet. Et à me dire, bah, si c'est drôle, c'est juste drôle, en fait. La différence est que d'un côté, tu peux vraiment rire à avoir les larmes aux yeux. Et c'est trop beau. Ça te rapproche. Je sais pas comment dire, mais ça te rapproche de l'autre. C'est comme quand tu te moques un peu de ton frère ou de ta sœur parce qu'il a fait un truc un peu bête et en fait t'en peux plus et du coup tu pleures de rire, tu vois, et l'autre ça rapproche. Je sais pas comment l'expliquer. Sauf si l'autre a vraiment un gros ego ou que vraiment il s'est senti très mal, mais non, quand tu rigoles, en fait tu peux dédramatiser toutes les situations. Ou quasiment toutes. Sauf si c'est de l'humour noir, mais bon, c'est encore autre chose. Et donc différencier ça, par exemple, plutôt d'un sourire un peu narquois ou d'un sourire un peu genre ouais, un peu cynique ou un peu, je sais pas comment dire, un peu presque carnassier, le terme est fort. Ou vraiment ça va être un sourire, un rire un peu méchant parce que ouais, désolé, hein, mais genre ah ching chong, tu vois. Attends, putain c'est dur, c'est dur. Et pourtant je dis un mec à côté peut faire la vraie blague en disant ching chong et tu peux éclater de rire, tu vois, en te disant mais putain mais pourquoi il a fait ça maintenant? Et le mec, il va pas essayer de se justifier, tu vois. Il va juste dire, voilà. Et puis il va passer à autre chose. Et puis il va même pas voir le mal, parce qu'en lui, il y a pas de mal, tu vois. Alors que la personne qui va commencer à se justifier, à dire, bah oui, mais bon, en même temps, c'est ce qu'ils disent tout le temps, là t'es en mode, oula. Le mec, ok, lui, c'est pas la bonne intention. Lui, il y a un truc, il y a une blessure en lui, qui s'est traduite en méchanceté, en moquerie. Voilà. C'est une explication, c'est pas une excuse, mais c'est une explication à pourquoi est-ce qu'il a dit ça, pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de choses. Il se sent l'insécurité, du coup il catégorise aussi les gens, voilà. C'est peut-être un peu subtil, mais pour d'autres, je pense que pour certains, ça peut, peut-être que c'est pas trop subtil, mais que c'est trop compliqué pour faire la différence. Je peux comprendre, c'est pas évident. Et pour d'autres, peut-être qu'ils voient exactement ce que je dis. Mais ouais, essayez de vous détendre, hein, franchement. Imaginez vraiment, même quand par exemple quelqu'un vous fait une blague, et vous trouvez que c'est une blague raciste et vraiment pas drôle. Peu importe la culture visée. Déjà, voyez si vous êtes de cette culture. Si déjà vous l'êtes, essayez de vous comprendre en quoi ça vous saoule, tu vois. Et si vous n'êtes pas de cette culture du tout, pourquoi ça vous saoule? Imaginez que vous avez un pote de cette culture qui est à côté et qui rigole à la blague. Vous, vous seriez un peu comme un con de dire, bah quand même, c'est raciste. Et le mec, genre, on va dire une blague encore une fois sur les Chinois. Et le mec chinois pourrait dire, être en mode, mais moi je trouve ça drôle. Et toi t'es comme un con au milieu en disant, mais en fait c'est, en gros je suis le relou de service. Ben ouais, parce que t'as le mec qui a fait la blague pour rigoler parce que purement il trouve ça drôle, point barre. Il y a le chinois à côté qui est censé être la cible, donc qui est censé sentir littéralement s'il y a une moquerie ou pas, déjà de base, tu vois. Déjà, il a une sorte de radar en plus. Et qui se dit, bah non, moi je trouve ça cool, c'est marrant en fait. Parce que le mec, il va pas en faire 50 000 derrière, il va pas être lourd sur le sujet encore et encore et encore, tu vois. C'est pas une blague qu'il a gardée en lieu sûr et qu'il veut la ressortir pour faire pareil, un peu le kéké en réunion. Enfin, c'est un truc qui est sorti comme ça, point. C'est son humour à lui. Et puis souvent d'ailleurs ces personnes qui sont, comment dire, on va dire fondamentalement qui ont des bonnes intentions et qui sont bienveillantes aussi, en tout cas sur ce sujet-là, elles vont pouvoir taper sur tout le monde, y compris elles-mêmes. Ça aussi c'est un très bon exemple. Si tu vois que quand tu fais une blague à peu près normale, elle est un peu limite mauvaise intention mais en vrai ça va, qui en gros le dévalorise lui, donc celui qui a créé la blague, enfin comment dire comment dire ça, on va dire Jean, reprenons Jean, voilà. Jean et je suis Marie, admettons. Voilà. Jean, enfin non, je suis Mégane, on va pas commencer à compliquer les choses. Jean me fait une blague sur les Chinois. Bon, sur les Italiens, je suis italienne, ok. Jean fait une blague sur les Italiens. Ok. Enfin, je suis italienne, je suis de nationalité, une culture, on va dire italienne un petit peu. Ok, moi ça me fait rire, on rigole tous les deux. Et du coup, bah moi je continue dans le truc et je fais une blague sur lui. On va dire qu'il est portugais. Je fais une blague sur les Portugais. Si là il le prend mal, bon, il y a un truc qu'il a pas fini. Il a pas fini sa guérison. Et il est possible qu'il fasse la blague sur les Italiens pour se valoriser derrière, tu vois. Voilà. Peut-être même qu'il se sent pas
apte à être un vrai portugais, j'en sais rien. Après, il y a pu y avoir plein de choses. Mais tu le vois, tu le sens, en fait. Si, quand tu fais une blague sur la personne, donc sur Jean qui a commencé à faire une blague sur toi, par exemple, est-ce que quand on lui fait une blague sur lui ou sur sa culture ou sa famille ou ce que tu veux, ça peut être sur ses valeurs, en fait on dit la culture ou la famille, mais ça peut être sur n'importe quoi, il y a le système politique, le parti politique qu'il suit et tout, et tu vois si en vrai il est ok, si vraiment ta blague elle est ok, j'entends, pas si t'as des mauvaises intentions, mais s'il est ok avec ça ou s'il est un peu en mode ah non, quand même, faut pas abuser. Donc quoi, faut pas abuser. Donc ta limite, elle est là, quoi. Si c'est pas toi, si ça te vise pas toi, c'est bon, mais si ça te vise toi, ça va plus. Ah, ça veut dire que déjà, il y a, ouais, petit souci d'ego. Petit souci de manque de confiance en soi, probablement. Petit chakra du plexus solaire, en PLS, quoi. Qui se transforme en potentielle agressivité, et en soumission de l'autre. Les termes sont forts, mais c'est l'idée. Sur ce, on va passer à la partie 3. Le thème, c'est mystère au pluriel et phénomène inexpliqué au pluriel aussi. Donc là, j'ai 3 questions. La première, as-tu déjà vécu quelque chose que tu ne pouvais expliquer? Moult. Non, pas tant que ça en vrai. Des choses que je ne pouvais expliquer. Allez, on va partir là-dessus. Oui, donc évidemment oui. Après, j'ai essayé de trouver des explications, en tout cas de trouver des explications. De me dire que c'est dû à ça et ça, parce que je pense que l'humain n'aime pas trop ce qui est inconnu, il n'aime pas garder le mot inconnu quand il lui arrive des trucs. Essayer de comprendre pourquoi, de mettre des mots dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais en gros, j'étais chez ma mère, c'était début d'année, donc on va dire entre février inclus, et avril inclus. Donc février, mars, avril en gros, 2025. C'est beaucoup arrivé à ce moment-là, donc j'étais dans la chambre en haut, seule. J'ai commencé à me connecter avec des gens, enfin depuis un moment déjà j'avais commencé à me connecter avec des gens, donc par télépathie, mentalement ou que sais-je. Donc voilà, pareil, je dis télépathie parce que je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est la télépathie. Et je pensais, est-ce que c'est peut-être que c'est le cas, mais je pensais en tout cas qu'il pouvait faire des projections astrales, c'est ça le terme? Projections éthérées? Je ne sais pas. En gros, l'idée c'est qu'ils pouvaient un peu sortir de leur corps d'une manière ou d'une autre, pas en dormant forcément, de manière assez rapide, assez souvent aussi, et être à côté de moi de manière un peu comme des spectres, par exemple, des fantômes, et que ils pouvaient voir un peu presque ce que je fais. Par exemple, c'est comme s'ils fermaient leurs yeux, ils se concentraient et ils arrivaient à voir où j'étais, ce que je faisais, un peu comme si ils avaient une sorte de caméra de surveillance dans une pièce, tu vois, et ils pouvaient voler à droite à gauche autour de moi, comme des mini-fées. Et en gros, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à penser ça? Parce que ils savaient ce que je faisais sans que je leur dise, mais en fait je le pensais. Donc, du coup, ils avaient l'information. Mais surtout parce que il y a un moment donné, quand j'avais accès à un don d'observation pour moi, il est à quelqu'un, mais peut-être qu'il vient de moi. Je voyais, d'ailleurs, ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça que j'en parle. Je voyais des petits flashs. En fait, c'est tellement rapide. C'est comme des petites étincelles à droite à gauche qui se passent, et je pouvais même les suivre des yeux. Je le voyais pas, mais mon œil suivait, enfin mes yeux, pardon, mon regard suivait rapidement une trajectoire, comme si une mini-fée volait devant moi, partait à droite, passait par la porte et pouf, partait vite dans un mur, enfin à travers un mur. Et vraiment, je me suis pas dit que ce sont des fées ou des esprits ou autres, je me suis dit, bah, ce sont leurs projections, ce sont leurs pensées, en fait, c'est leur mental ou quoi, que je vois autour de moi. Et je me suis dit qu'ils pouvaient quasiment tous le faire, parce que je commençais à dire, bah là, il y a machin, et, enfin, là, il y a J, là, il y a H, là, il y a je sais plus qui, là, il y a Bidule, voilà. Et j'entendais un petit peu dans ma tête, waouh, c'est dingue, c'est vraiment dingue et tout ce qui se passe, tu vois, en mode, ok, je peux faire ça, en fait, ça m'amusait un peu. Et j'avais la capacité de faire ça. Déjà, de les voir, et de les suivre des fois du regard, pas tout le temps, mais de temps en temps. Pareil, quand je commençais à penser à un truc assez, comment dire, quand je commençais à réfléchir sur quelque chose d'un peu ésotérique, et en gros j'étais en mode canal ouvert, c'est l'idée, et que j'absorbais et je ressortais des connaissances qui venaient de je ne sais où, sur par exemple le flux d'énergie qui peut
comment dire, les énergies qui passent, par exemple, dans un... Ah, comment ça s'appelle? L'arbre de vie, je crois que c'est l'arbre de vie, ou c'est la feuille, la fleur de vie, je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de support, le socle, sur lequel on met notamment des bijoux, ce genre de choses, pour les faire recharger. Quand je commençais à faire ça, en fait, du coup, je prenais mon calepin, je l'ouvrais, et je m'asseyais enfin, je m'asseyais par terre, j'étais déjà par terre, et je commençais à écrire, à réfléchir, à parler à voix haute, à dessiner, et en fait, j'avais l'impression que, c'est pas qu'une impression, à ce moment-là, à chaque fois, il y avait des craquements au niveau des meubles autour de moi, au niveau parce qu'il y avait des canapés dans la chambre, ne me posez pas la question de pourquoi, mais des canapés en bois, mais genre en bambou, je sais plus en quoi, et à chaque fois, ça craquait, genre crac, crac, crac. Et en fait, à chaque craquement, pour moi, c'était une personne qui arrivait dans mon espace, qui en gros se téléportait, on va dire, à côté de moi, pour voir ce que je faisais, pour m'écouter, pour comprendre ce que j'étais en train d'écrire, ce que je disais, parce que je disais comme des trucs assez dingues et qui pouvaient être révolutionnaires ou non. Soit j'étais une folle, soit un génie, quoi. Et donc du coup, en gros, j'étais juste un canal. Et donc ça, c'est pareil. Autant les craquements vraiment sonores, et en fait, je m'y attendais pas, mais c'est quand ça arrivait, je me disais, ah, bah tiens, encore une fois. Pac, 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 3-4 d'un coup, des fois des gros même. Et c'était souvent des moments où je réfléchissais, où j'entamais des réflexions sur des sujets, donc spirituels et ésotériques, mais assez denses. Soit d'un point de vue un peu métaphysique, enfin, je dis ça, mais je sais pas si c'est le bon terme, soit d'un point de vue un peu tabou. La magie noire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe vraiment? Les spectres, les fantômes, tu vois, des trucs un peu plus lourds. Aujourd'hui, ça me le fait plus parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de meubles qui peuvent faire de bruit. Ça me le fait, mais très légèrement. Mais par contre, le petit flash au niveau de mes yeux, enfin d'un coin dans la pièce, et qu'après j'arrive à suivre plus ou moins une trajectoire, ça me l'a fait récemment, je crois hier. Hier soir, ouais. Parce qu'en gros, bon, je vais sortir un truc, attention. Bon, comme d'hab, on est dans la partie ésotérique, donc en vrai, la partie YOLO, il n'y a plus de barrière. En gros, hier, si j'ai pas de bêtises, on a parlé un peu de... Il y a eu un sujet, voilà, c'est ça. Ça a commencé hier midi quand j'ai mangé avec mon père, et en fait, après manger, on a divagué comme d'hab sur l'IA, les potentiels des caméras, le futur, l'anonymat, enfin plein de trucs. Le fait qu'on pourrait être surveillé, mais de fou, mais en même temps, ce serait potentiellement très confortable, bon, je vais pas mater sur le sujet. Et du coup, on a parlé aussi d'Hitler, d'ailleurs, on arrive souvent à ce point-là, et on a parlé en gros du fait que il faut pas hésiter à aller chercher les choses moches et sombres pour les étudier, parce que sinon, en fait, on ne sait rien dessus, et on en a peur, et en fait, c'est là où on peut être violent, et on peut faire de la merde. Et donc, en fait, ça peut être des sujets comme j'avais dit dans un tirage de cartes, étudier par exemple la psychologie des meurtriers, des serial killers, étudier les maladies les plus sombres, les plus difficiles, étudier en fait les parts d'ombre des humains par exemple, et du monde du coup, mais bon, surtout de l'humain. Bon, ok, on parle de ça. Ensuite, l'après-midi passe, tac, 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 je fais mes petits travaux, et le soir, il y a je sais pas pourquoi on parle de ça, mais comment c'est venu, la magie noire, hein. J'ai fait un truc, ou alors j'ai entendu un truc, dans le stream, parce que j'ai mis le stream, enfin, la vidéo de Dulcia en fond en même temps, pendant que je cuisinais. Je commençais à cuisiner hier soir, et il s'est passé un truc, une action à la con, comme s'il y avait une insulte, tu vois, mais c'était pas du tout une insulte. Une action à la con, et en fait, j'ai mon esprit qui dit naturellement comme ça, oui, et d'ailleurs ça, c'est de la magie noire. Et j'étais en mode, quelqu'un était en mode, comment ça, tu vois, et je fais, oui, bah littéralement, cette action-là, faire ça, c'est considéré comme de la magie noire, en fait, au même titre que si tu insultes quelqu'un. D'où le fait que magie noire, c'est pas aussi... Il y a beaucoup de... Comment dire, de tabous autour, il y a beaucoup de... Ah, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est occulte. Mais en fait, tout est occulte, tout est... Enfin, pas tout est occulte, mais... Occulte, c'est neutre, en vrai. C'est des trucs que tu ne sais pas. Je sais plus c'est quoi le terme exactement de occulte. Je vais le lire en même temps, on va faire ça. Faisons ça en live. J'aurais pu demander à Google, je le vois avec ChatGPT, j'avoue. Alors, le mot occulte vient du latin occultus, qui signifie caché ou secret. C'est tout. C'est tout. Voilà, ça peut être autant positif que négatif. En fait, en soi, c'est juste caché ou secret.
Donc une magie occulte, c'est juste une magie, on peut dire mystérieuse, chelou, secrète. C'est tout. C'est pas un truc qui transparaît dans la réalité, c'est pas un truc qui est mis sur la table facilement pour tout le monde, qui est à la vue de tous. Sinon, ça ne devient plus occulte, du coup. Ce n'est plus occulte, ça devient, je sais pas c'est quoi le terme. Pardon, il donne un exemple, une influence occulte, c'est une influence invisible mais réelle. Et tu peux dire qu'une personne a une influence occulte envers une autre, sans pour autant dire que c'est une magicienne ou un sorcier. Hein. C'est juste qu'il a une influence, il s'en rend pas compte, l'autre non plus, mais l'influence, elle existe. En fait, ouais, quand j'y pense, l'occulte, il est partout, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans forcément rentrer dans les, entre guillemets, délires des guides, des anges et de tout ça. Voilà. Les sciences occultes regroupent l'astrologie, l'alchimie, la magie, la divination. Donc je pense que c'est quoi? Tout ce qui est en rapport avec l'invisible. Tout ce qui n'est pas visible avec la perception ordinaire, en gros. Tout ce qui n'est pas scientifiquement prouvé aussi, j'imagine. Ah, ils disent aussi la métaphysique. Okay. Bref. Bon, c'était juste pour dire que occulte, en vrai, le terme est juste trop bien, trop stylé. Par contre, pour venir du coup à cette histoire de magie noire, je sais plus quel était... Je crois que c'était juste le fait de dire un truc... Bref, peu importe. Donc cette personne-là, quand elle a su ça, naturellement, elle a eu envie de faire quelque chose et elle a bien fait de le faire. En gros, elle a... Cui, effectivement. Vraiment un oiseau qui va m'embêter là tout de suite maintenant. Elle a... je crois qu'elle a envoyé, entre guillemets, elle s'est dit, bah je vais faire le test, parce qu'il faut que je sache. Elle m'a dit, j'envoie en gros une forme de magie noire de niveau moyen, on se croirait dans un jeu vidéo, à Megan. Elle me veut pas de mal, mais elle voulait voir effectivement ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait donner, tu vois. Et pour le test, en fait. Et elle l'a fait, tu vois, de manière impulsive, parce que si elle avait commencé à réfléchir, à en parler aux autres, de manière par télépathie aussi, ils auraient été en mode, ah non, fais pas ça, nanana, entre ceux qui en ont peur, ceux qui veulent pas, pourquoi moi la cible et pas elle-même, tu vois, bref, il peut y avoir plein de raisons, plein de réflexions, mais du coup, ça aurait arrêté son action. Et donc, elle l'a fait, par une simple attention, et en gros, ben, du coup, je crois qu'elle en a pour 3-4 jours pour, entre guillemets, nettoyer ça. C'est même pas nettoyer, mais en gros, pour digérer le truc qu'elle a fait. C'est-à-dire, en gros, pour que son karma redevienne au même point que avant qu'elle le fasse. Moi, par contre, du coup, j'ai subi des conséquences, mais ça a duré, je t'avais dit, aujourd'hui, dès aujourd'hui, normalement, c'est bon, ça part. Et en fait, ça a duré, on va dire, un peu la soirée, et encore, où, par exemple, je me suis, j'étais un peu déconcentrée, comme d'hab, enfin, comme d'hab, et je me suis cogné les doigts sur mon évier, en partant, tu vois, en me tournant. Et je me suis dit, à ce moment-là, tiens, c'est marrant, c'est vrai que ça ne m'arrive jamais. Et là, ça m'est arrivé, tu vois. Et je me suis pas dit, c'était pas du placebo en mode Megan, tu viens de recevoir un truc de magie noire, attention. Non, pour le coup, j'étais plus purement en mode expérience scientifique aussi, même si c'était moi le cobaye entre guillemets. Et je savais qu'il y avait pas de mauvaise intention parce que je ressentais pas de mauvaise intention non plus. Et en fait, pour le coup, j'arrivais pas à l'expliquer, mais j'étais un peu de son côté à elle, en mode t'inquiète, enfin, genre y a pas de problème. S'il y a des gens autour qui étaient un peu en mode chaud, chiant. Et donc du coup, je me suis pété les doigts, non. Je me suis juste, comment dire, tapé un peu les doigts sur l'évier. Bon voilà, rien de grave, ça m'a pas fait vraiment mal. Je fais tiens, juste étonnant. J'ai eu quoi d'autre? Il y a eu autre chose peu de temps après, où il y a eu une forme de déséquilibre où j'ai dit bon, faut que je me concentre plus que d'habitude. En fait, c'est juste que j'avais perdu la concentration et j'avais une forme de maladresse qui, quand on dit on n'a pas de chance, ou on est vraiment maladroit, tu vois. J'avais une forme de maladresse qui était plus forte, une sorte de debuff maladresse. Mais quand tu te concentres à nouveau, quand tu respires, quand tu te recentres, ça repasse. Ah oui, je crois que j'avais aussi une forme de, légèrement de quand on, comment dire, moi ça m'arrive des fois, mais c'est plus pendant les règles, quand on s'agace un peu facilement, quand on a moins de sérénité, moins de clarté mentale, moins d'équilibre mental aussi. On se sent un peu plus sujet au débordement émotionnel ou on a moins d'apaisement, mais c'est pas non plus dingue, mais il y avait ça effectivement. Et ensuite j'ai lancé Baldur's Gate 3 du coup, et j'ai fait combien de jets de dés? Il y avait 4 pièges à désamorcer. Je les ai réussis, y a aucun souci parce que j'ai des gros bonus, hein. J'ai plus 17, là n'est pas le problème.
Et on avait fait la blague en mode, imagine, elle va lancer les dés sur Baldur's Gate et elle va faire que des échecs critiques. Je n'ai pas fait que des échecs critiques. En revanche, sur 6 jets de dés, donc 8 même en tout, 8 jets de dés, donc des dés 20, donc un score entre 1 et 20, j'ai eu 5 jets à moins de 10. Voilà. Bien, ça peut arriver, ça peut totalement arriver, on est d'accord. Mais voilà. 5 d'affilée, donc j'ai eu 5 dés d'affilée, moins de 10. Il y a eu 6 et 9, il y a eu 7 et 8, voilà. Et à la fin, j'ai eu, je crois, 3 et 16, voilà. Donc le 6e a fait 16. Très bien. Mais voilà, c'est juste des trucs comme ça. Et en temps normal, tu fais pas gaffe, tu dis bon, bah j'ai pas de chance, point barre. Et pareil, des fois ça arrive où tu dis purée, c'est une journée où faut que j'encaisse. Et en fait, tu sens que le seul truc que t'as à faire, c'est d'encaisser, d'essayer de rationaliser un peu tout ça et de prendre du recul face à tout ça. Et tu sais que ça va passer. Quand tu dis bon, c'est une journée, il faut que ça passe, ça ira mieux demain. C'est littéralement ça. Une journée, il faut juste que ça passe. Et donc j'avais dit, enfin on en avait un peu parlé après, vite fait, hier, mais en fait j'avais dit, donc la personne doit du coup quand même 3-4 jours derrière pour, entre guillemets, le karma, et moi en une soirée, c'est bon, c'est passé. Parce qu'en fait, si tu restes pas résistant face à ça, si tu t'énerves pas, en te disant putain, c'est quoi ces jets de dés, ou alors putain, je me suis fait mal, ou alors ah là là, l'acide m'est échappé des mains, j'ai failli la casser, tu vois, t'as une forme de peur, de colère, d'insécurité, tout ça qui se bouge en toi, si tu restes dans cet état-là, ça peut durer plus longtemps. Et en fait, tu vas alimenter une forme de désalignement, en fait. Et donc de la malchance qui va encore potentiellement plus arriver, en fait, qui va être plus, même pas qu'elle va être plus forte, mais tu vas plus la voir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça vient de toi, littéralement, ça vient de toi. En fait, tu vas changer tes énergies à toi. Là, c'est toi qui les change. Mais à l'inverse, ça t'apporte aussi du positif, parce que si tu passes le truc, que t'es en mode bon bah ça arrive aussi les événements de la vie un peu négatifs, parce que dans la vie il y a des événements négatifs, tout ne vient pas de la magie noire entre guillemets évidemment, mais en fait tu as une forme de résilience, de souplesse, et en fait tu gagnes des stats, tu gagnes des points de caractéristiques, tu gagnes des points en résilience, des points en volonté, des points en dédramatisation, tu vois. Et donc du coup quand ils pensent, parce que cette personne là après s'est excusée plusieurs fois, tu vois, elle était en mode je suis désolée, je pensais pas, mais elle voulait vraiment faire le test de savoir finalement ça ressemble à quoi dans les faits, tu vois. En fait, elle ne voulait plus avoir peur de ça. Elle voulait comprendre ce que c'était dans les faits, à quoi ça ressemble. Et ce n'est que ça. Si la personne en face va bien, même s'il y a une forme de maladie qui arrive, t'envoies une maladie par exemple, entre guillemets, des énergies un peu bof, dégueulasses, bah c'est comme si t'avais chopé un peu un virus de rhume, bah tu te reposes et ça ira mieux après. Et en fait, le point, encore une fois, positif, c'est que tu te renforces. La personne, même si elle te fait ça, elle, donc faut qu'elle paye le coup, mais en fait elle l'a déjà payé le coup parce qu'elle a consommé une forme d'énergie et tout. Pour moi, elle appelle pas les guides ou quoi. Pour moi, elle fait ça sans ça. Il y a même pas d'histoire de démon ou peu importe, parce que c'est des guides aussi en fait. Elle utilise sa propre énergie ou alors l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça, je sais pas comment ça marche, mais elle va avoir besoin de travailler ça derrière. Donc pourquoi pas d'une forme de culpabilité à enlever, une forme des mauvaises intentions, donc probablement un chakra du cœur qui était un peu fermé, bah, qu'il va falloir travailler du coup, donc ça n'aide pas le chakra du cœur, tu vois, ce genre de choses. Il n'y a pas de juge au bout qui va dire c'est bien, c'est pas bien. Le seul juge, encore une fois, c'est elle en fait, parce que c'est dans sa vie, si elle fait ça, de manière volontaire j'entends, et avec vraiment de mauvaises intentions, en mode j'aime pas cette personne, même si elle insulte, si c'est que des insultes, c'est obligé, c'est une forme de magie noire, c'est parce que c'est les énergies qui sont envoyées. Et en fait, quand quelqu'un t'insulte face à toi, t'inquiète que tu reçois de l'énergie, hein. Pas de la bonne, hein. Ça assombrit ton énergie à toi, hein. Pas la peine d'être un spirituel pour comprendre ça, vraiment. Une personne qui va t'insulter tous les jours, qui va mal te parler, ou qui va pas te respecter, ou qui va pas t'écouter, tu vas ressentir une forme de, soit un truc négatif, soit une forme de vide. Tu vas pas ressentir une énergie positive, tu vois, ça va pas créer quelque chose de positif. Ben, tu t'en éloignes, tu t'y stops, voilà, c'est la même chose, c'est la même chose. Et une personne qui t'insulte à distance, même si, enfin à distance, je parle pas par téléphone, mais qui t'insulte alors que, tu vois, elle est en mode, elle s'énerve toute seule chez elle, puis dis ouais c'est là, en plus elle pète les couilles et tout, toi tu t'en sais rien en soi, tu fais ta vie à côté. Mais en fait tu vas quand même recevoir une forme de malaise, mal-être. Mais en fait plus tu vas te sentir bien, plus tu vas être en bonne santé, plus tu vas être heureux dans ta vie, aligné avec tes objectifs et avec ta mission de vie et tout, et moins tout ça, en fait plus tu vas t'en foutre de tout le reste, et en fait c'est une forme de protection. Voilà, t'as pas besoin en soi d'avoir des bijoux, des trucs, même des guides qui te protègent. Ça, par contre, c'est un bon bonus. Parce que du coup, pour revenir encore une fois à l'anecdote,
C'est que suite à ça, donc cette personne-là s'est excusée, et moi j'étais en mode, mais t'inquiète, en fait, t'as payé le coup. T'as littéralement payé le coup. Il y a pas d'excuse à donner, t'as pas besoin d'être excusé, en fait. Il y a même pas l'idée d'excuse, on s'en fout. Enfin, les autres tours, pourquoi pas, hein, c'est autre chose, mais entre toi et moi, en soi, moi, de mon point de vue, j'ai même pas à t'excuser, puisqu'il y a pas eu de problème. C'est humain, c'est normal, c'est comme ça, actuellement. Des fois de dire, bah, putain, Juliette, elle pète les couilles, tu vois. Ou de dire, bon, bah, j'ai envie de faire un test, là, pour voir, est-ce que je peux envoyer un truc négatif à Juliette pour voir ce que ça donne, tu vois. Et c'est tout. En fait, toi, tu payes le coup, puisque quand tu insultes quelqu'un, ou que quand tu fais ton expérience de test, tu vas, je sais pas comment expliquer, tu vas payer le coup en énergie. Enfin, même pas en énergie, je sais pas comment expliquer, je sais pas ce que c'est, en vrai. J'arrive pas à voir exactement ce que c'est. Mais tu dépenses un peu même pas des coins, c'est même pas une monnaie, c'est, tu as agi, c'est ton action. Quand tu insultes quelqu'un, par exemple, le fait d'agir, t'as dépensé un peu d'énergie, un peu de salive, mais en fait, derrière, t'as obscurci, voilà, c'est ça, t'as obscurci ton énergie, en fait. Parce que t'es dans la colère et dans la haine, potentiellement. Ou même dans la tristesse, pourquoi pas. Et là, c'était pas une forme de colère ou de haine, mais c'était une forme de curiosité. Donc du coup, elle avait pas tout ce côté négatif à enlever, donc il n'y avait pas de fumée noire, par exemple, à enlever. Par contre, elle avait une forme de coup dans le sens de... comme une énergie à transformer. Mais c'est pas une énergie négative, c'est marrant. C'est comme si c'était une forme d'apprentissage à transformer, une forme de connaissance à obtenir. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Mais en fait, elle aussi, en fait, elle a créé 2 opportunités. Une pour elle, donc comprendre ce que c'est en faisant un test, et une pour moi, parce qu'en gros elle m'a dit voilà, je t'envoie un événement, certes négatif, mais je t'envoie un événement, soit tu restes dans le négatif et bon bah c'est chiant, j'avoue, tu vas perdre des points entre guillemets, tu vas être triste, en colère, haineuse aussi, peu importe. Tu vas peut-être être dans le ressentiment, si je me dis, j'aurais pu dire, ouais, c'est la faute à elle, blabla. Soit tu vas prendre ça comme une sorte d'obstacle, donc tu vas le transformer en événement positif, et en fait tu vas passer le truc, tu vas avoir de l'expérience et des récompenses au bout. Expérience, bah du coup t'acquiers de la connaissance, et récompense, tu t'acquiers des points de stats, t'acquiers des points de compétences. Donc c'est tout bénef, en vrai. Quelque part, elle m'a même rendu service, mais surtout à elle, parce qu'elle l'a fait pour comprendre elle, et derrière, moi, j'ai été une conséquence, en l'occurrence, positive, puisque j'ai gagné là-dedans, en plus. Donc en fait, toutes les deux, on a été gagnantes. Parce que là, encore une fois, l'idée, c'était pas de le faire de manière mal intentionnée, mais de purement... Elle, en plus, a été alignée avec ce qu'elle voulait. Elle s'est pas juste dit, vas-y, je veux tester, je veux comprendre plein de trucs, non. Elle a fait quelque chose qu'elle voulait vraiment savoir, qu'elle voulait vraiment découvrir, et elle l'a fait sans prendre l'avis des autres en compte. Elle l'a fait sur le moment, via une forme d'impulsivité, mais une forme de raison aussi, c'est quand même quelque chose de raisonné, elle est pas allée comme une pourrine. Quand on lui a dit, oulala, attention, elle s'est dit, putain, oui, j'avoue, merde, désolée, tu vois. Elle a commencé à réfléchir, à comprendre, à voir moi comment je me sentais, voilà. Donc c'est... Je m'éloigne du sujet, enfin, je m'éloigne, oui, non. Mais pour moi, en gros, la magie noire, ce n'est que ça. Et oui, tu peux avoir des dingueries aussi, hein. Une personne qui va être... C'est simple. Imagine qu'encore une fois, prenons une métaphore, que la magie noire, ça peut être une forme de t'envoie une maladie à quelqu'un, à un rhume. Ou même plus que ça, une bonne angine. Si vraiment tu fais de la merde, et que tu prends pas soin de ton corps, donc la victime, entre guillemets, qui prend pas... Son corps lui dit, à l'aide, je suis pas bien, j'ai besoin de me reposer. Mais que toi, t'en m'en bats les couilles, je suis plus fort que ça, et en plus j'ai appris que je suis tombée malade à cause de quelqu'un, blablabla, bla, 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 bla. Ton angine tu la guéris pas, t'en as rien à foutre, tu forces sur ton corps, et en plus mentalement tu es dans la colère, bah une grosse et grave angine, ça peut partir en cacahuète très vite. Par exemple, mon oncle, je dis pas que c'est ce qu'il a vécu, mais on m'a souvent dit, mon oncle a mal guéri une angine, et en fait depuis très 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 longtemps, il est sourd d'une oreille. Ça atteint en fait une oreille, et donc il est sourd d'une oreille. Et donc oui, tu vois, tu peux dire des conséquences peuvent être graves, alors qu'à la base, c'est une angine. Après, il y a le coup de malchance derrière, potentiellement, allez, pourquoi pas. Mais, ou de génétique, ce que tu veux. Mais en fait, tout événement peut être passé, tout obstacle peut être passé. Et chaque obstacle, dis-toi que chaque obstacle, c'est comme une quête dans un jeu vidéo. Dans tous les cas, quand tu le passes, même si tu le passes pas bien du tout, tu récupères un tout petit peu d'XP. Et plus tu le passes bien, plus tu récupères beaucoup d'XP. Donc ça te fait avancer dans des niveaux. Donc t'avances plus vite, vu que t'es plus fort. Enfin, c'est comme un jeu vidéo, quoi. Et donc déjà, c'est la partie expérience. Et en plus, potentiellement,
Je sais pas si c'est à chaque fois, je pense pas que ce soit à chaque fois. Mais en plus, potentiellement, tu récupères une récompense, c'est-à-dire en gros des PO, des pièces d'or dans un jeu vidéo. Bon là, ça peut être des opportunités supplémentaires, ça peut être, je sais pas moi, un moment où tu te sens bien, de la nourriture, une forme de du coup de chance qui arrive après, comme une sorte de contre-coup. Moi, ça a été, j'ai rien demandé à personne parce que j'étais en mode, j'étais intéressée pour, j'étais plutôt à l'aise par l'expérience, enfin pour l'expérience et durant l'expérience. Et quand je me suis mise sur le PC, donc quand je me suis levée, je sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'est là où du coup je reviens à la question de la partie 3. J'ai vu, donc ça faisait très longtemps, il y a quelques mois, et là j'ai vu une mini étincelle encore, et un truc qui venait vers moi et qui s'est mis au niveau de mon cœur. Enfin, de mon cœur, mais proche de moi, comme pour réchauffer un peu. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, tu vois, j'ai pas forcé. J'ai eu les sensations, j'ai eu enfin, la vision, on va dire, les mots qui sont arrivés, et j'ai pas jugé. Si tu commences à juger, t'es foutu. Et je lui ai dit, ok, il y a une fée, c'est une fée qui est là, qui s'approche, et elle veut juste... une fille qui me connaît en plus, hein, donc tranquille, tu vois. Et en fait, elle veut m'aider, parce qu'elle voit que du coup, j'ai eu quelques debuffs, hein, une sorte de malus, et en fait, elle a enlevé ce malus-là, qui restait. Elle a enlevé une forme de malus. Donc elle m'a aidé, elle a vu que j'ai passé le truc, et puis elle s'est dit, bon, moi je l'aime bien, j'ai pas envie qu'elle vive ça. Elle a aucune rancune, rien envers la personne qui a envoyé ça. Rien du tout. Elle est juste en mode, tiens, là, je vais l'aider pour le coup, et elle me l'a enlevé, elle l'a transformé en autre chose, j'ai pas trop compris. Et j'ai senti une forme de douceur, d'apaisement, mais un peu chaleureux. Et je fais, ok. Et c'était agréable, tu vois, mon mental s'est un peu apaisé, quoi. J'étais pas non plus excitée, mais j'ai senti la différence d'état d'esprit. Waouh, ça va être très long, là. Je parle depuis, ouais. Donc je vais passer à la question suivante. Comment l'as-tu ressenti sur le moment? Bah, comme je viens de dire, c'est qu'en fait, je me suis pas posé de questions, maintenant, quand on dit de surfer avec la vague, ou quand t'es sur une barque et que tu dois non pas briser les vagues qui arrivent vers toi, mais plutôt accompagner les vagues, un peu plonger en dessous, un peu ressortir, tu vois. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, je laisse aller, je laisse vraiment le contrôle. Je lâche le contrôle totalement ou quasiment. Je garde un petit peu pour pas non plus partir en cacahuète. Mais et du coup, c'était agréable. Je fais attention aux sensations. Et j'essaie de comprendre un peu qui c'est ou vite fait, mais sans non plus trop chercher. Et j'essaie en même temps de spread l'info, donc en gros de la partager avec les autres par télépathie. Mais ça se fait de manière aussi un peu en off, donc on va dire inconsciente. C'est pas trop un problème. Voilà. Et des fois je partage pas plus que ça non plus mes conversations, enfin mes conversations. C'est limite mon âme qui a des conversations avec les autres espèces, hein. Moi je suis pas consciente de tout. Donc et pareil, je suis tranquille, tu vois, je suis pas en mode ah c'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi. Je lâche prise, genre si je dois. En fait j'ai tellement confiance maintenant, c'est si j'ai un truc que je dois comprendre ou apprendre, t'inquiète, il arrivera, ou alors je vais y aller naturellement. Pas besoin de forcer vers quelque chose qui m'attire pas plus que ça, ou je sens que ça devient chiant. Enfin, globalement, c'est quand c'est chiant, j'arrête. Oh, c'est chiant et je passe. Et enfin, dernière question. Comment cette expérience a-t-elle modifié ton regard sur le monde ou sur toi-même? Ben, là, pour le coup, concernant la magie noire, du coup, en tout cas, ma vision de la magie noire, donc la magie blanche qui est un peu l'opposé, euh, qui, comme, pareil, la magie blanche, oui et non, mais en supposant qu'on mette dans magie blanche les soins énergétiques. Je m'y connais pas. Je m'y connais pas, moi je suis pas très... peut-être que j'en aurai plus tard, je peux en faire, peut-être que je peux déjà en faire et je me rends pas compte. Mais je sais pas trop c'est quoi le délire, j'arrive pas trop à ressentir comment les manipuler, voilà, les énergies. Et donc du coup, je vois ça, j'essaie de voir ça encore une fois comme une métaphore. En fait pour moi quand tu fais un soin énergétique, il y en a sûrement plein de différents, hein, donc prenez, enfin comment dire, avec ce que je vais décrire, essayez de voir vous à quoi ça correspond. Hein. Mais par exemple, je vois ça comme un médicament, c'est-à-dire une personne qui a un problème, ses énergies ne sont pas fluides, ses chakras sont bloqués ou ce que tu veux, bref. Elle va avoir un soigneur et en fait cette personne-là va réussir à refluidifier le tout, enlever on va dire des barrages. Sauf que si la personne, on va dire Jean, Jean c'est le client et Marie c'est la soigneuse. Donc Marie va faire son petit truc, paf paf paf, et Jean va se dire putain je me sens beaucoup mieux, merci ça me fait du bien. Ok. Mais si Jean derrière, il change pas sa vie, il continue à faire ce qu'il fait comme d'hab, qui guérit pas ses blessures de trahison ou que sais-je,
Et ben l'année suivante ou les mois suivants, il va dire oh, je me sens à nouveau un peu bloqué du dos ou quoi là, je me sens pas bien, je sens que ça va pas, je vais retourner voir Marie. Alors, Marie va lui refaire le truc, puis genre il aura rien appris. Juste il allait voir un médecin, il a pris le médicament, hop là ça va mieux. Il attend à nouveau d'être malade parce qu'en fait il vit de manière à ce qu'il tombe malade de toute façon, et il y retourne, il va faire ça toute sa vie, il apprend rien. Il survit encore, même pas, je sais pas, enfin, il apprend pas grand chose, quoi, parce que tout ça va falloir, en fait, il va le traîner jusqu'à sa mort, et puis une fois défunt, il va falloir qu'il travaille ça, donc bon, il fait que repousser le problème, littéralement, et au-delà. et, et c'est là où je dis que je trouve que, donc, disons que c'est de la magie blanche, c'est cool, il y a aucun problème, mais là où, comme la magie noire peut être très bénéfique, la magie blanche peut être, entre guillemets, très maléfique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une personne qui va avoir le syndrome du sauveur et qui va vouloir absolument sauver les gens. Il va pas les aider, en fait. Souvent, c'est pas parce que tu restes au téléphone avec une personne qui se plaint de sa vie H24 et que t'as beau lui donner des conseils et que l'autre s'en bat les couilles, elle veut juste se plaindre encore et encore et encore, c'est pas parce que et toi tu veux te barrer, tu vois, et que tu ne le fais pas, bah en fait, l'autre personne, celle qui se plaint, va savoir que t'es toujours là au cas où et elle va pas bouger son fiac. Mais si il y en a au moins un des deux qui fait le bon choix, qui fait le choix qui est aligné avec ses envies profondes. Donc, celle qui se plaint, son choix profond, c'est quoi? Bah, c'est de quitter son job ou de quitter son mari. Bon, bah, elle le fait pas. Ok. Mais si elle le fait, bah, déjà, hop, problème réglé. Bravo. Maintenant, l'autre personne, celle qui va réceptionner les appels et qui va encaisser encore et encore et encore et encore les blablas de celle qui se plaint, elle voudrait quoi? Elle voudrait que ça s'arrête. Mais elle veut sauver sa pote. Ouais, sauf que c'est pas ton rôle de sauver ta pote. Et en voulant la sauver, là, en voulant l'écouter, en fait, tu dépenses de l'énergie, et l'autre derrière, bah, à part te pomper de l'énergie, elle fait pas grand chose. Du coup, la solution, c'est fais ce que tu veux faire au fond de toi. Tu veux quoi? Bah, j'en ai marre, je veux m'arrêter. Bah, arrête-toi. Coupe les ponts. Bah, coupe les ponts si tu veux. Et en fait, l'autre, ça va lui donner, donc déjà, toi, tu vas récupérer ton énergie, tu vas moins la dispatcher dans tous les sens. Et l'autre personne, ça va, du coup, la faire tomber un peu plus dans une vie de merde. En gros, c'est l'idée. Putain, j'ai ma pote qui me parle plus maintenant. Et en fait, des fois, il faut ça. Il faut qu'elle tombe encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'elle comprenne. C'est comme un enfant, c'est la même chose. Voilà. C'est un enfant, tu vas le laisser faire, tu vas lui dire, attention, fais pas ça, sinon tu risques d'avoir ça, ça, ça. Ouais. Bah, arrête de l'en empêcher, à un moment donné, laisse le faire. Et en fait, il va peut-être se faire mal, se couper, et là, il va comprendre. Oui, il comprend pas, c'est pas grave, il y retourne, il va encore se faire encore un peu plus mal, il va plus pouvoir bouger. Ah, mais là, du coup, il a compris, tu vois. Souvent, il faut aller très très bas pour... En gros, c'est faire du mal pour faire du bien. On en parlait dans les règles universelles, dont j'avais parlé durant l'épisode précédent. Mais c'est quand tu vas très très bas que t'espères avoir un déclic, en fait. Et quelle est la meilleure chose que de laisser faire? Tu peux juste laisser faire et espérer, entre guillemets, prier, si tu veux, pour que l'autre comprenne à un moment donné, et elle déclic, et là, tu peux tendre la main, parce que tu vas dire, ah putain, c'est bon, j'ai compris, maintenant, du coup, j'ai besoin d'aide pour remonter, mais j'ai compris le truc. Ça, c'est vraiment pas bon pour moi. Ouais, putain, t'as compris que c'était vraiment pas bon pour toi. Et du coup, à partir du moment où l'autre fait des efforts, même si c'est un tout petit effort, ah bah là, tu peux y retourner fois 1000 si t'as envie, y a aucun problème. T'es en mode, ok, je vais te laisser l'espace pour remonter, tu vas pouvoir le faire tout seul, mais je suis là. Pour chaque petit truc, je suis là maintenant. Je vois les efforts que tu fais, même s'ils sont tout petits au début, on s'en fout. Je suis là pour t'aider à faire les efforts, à remonter. Parce que je ne peux pas te tirer vers le haut si toi tu plonges vers le bas. C'est pas possible, sinon moi je plonge aussi, ou dans le meilleur des cas je stagne, dans le pire des cas je plonge avec toi. Donc tu le laisses plonger. Et oui, il peut y arriver la mort. Et bah oui, ça peut être, dans le pire des cas, il peut y avoir des horreurs. Et ben, tu n'es pas responsable des activités de l'autre. Tu peux lui dire, lui expliquer, lui montrer, faire attention, au moins si c'est un peu trop mal, hop, tu essaies de le stopper pour voir s'il a compris, mais s'il comprend pas et qu'il persiste, tu veux faire quoi? Tu veux le mettre dans une pièce et le bloquer et l'enfermer? Tu veux mettre des matelas partout sur les murs et sur les meubles? Tu fais quoi? Donc, et après c'est plus une vie non plus. Pourquoi j'ai parlé de ça encore une fois? Ça c'est vraiment le podcast, enfin l'épisode où j'arrête pas de dire qu'est-ce que je fous, de quoi je parle. Et donc du coup oui, la magie blanche en gros, donc c'est pour moi, donc ça peut être entre guillemets maléfique dans le sens où ça peut ne pas du tout aider une personne, au contraire la bloquer, voire la ralentir, voilà, même la faire aller dans le mauvais sens, parce qu'elle se dit j'ai mon petit confort, j'ai ma pote qui me parle et qui m'écoute, enfin plutôt j'ai ma pote qui m'écoute, j'ai ma pote qui m'écoute, du coup je peux encore plus me plaindre, et même s'il m'arrive des choses encore bien pires dans ma vie, eh ben c'est pas grave parce que j'ai au moins cette pote là qui m'écoute. Et en fait, elle change pas sa vie du tout, et elle vit toujours une vie de merde, et elle râle, et en fait elle se pollue, elle, son environnement, enfin elle, sa vie, et en plus son environnement, et donc entre autres sa pote, et voire même d'autres.
Ce qu'on peut appeler aussi des vampires énergétiques, hein. Ils peuvent être conscients de ce qu'ils font comme pas du tout. Voilou. Et donc c'est aimer aussi profondément quelqu'un que de le laisser libre et de le laisser tomber. Voilà, quand t'es un parent aimant, tu laisses aussi ton enfant. Selon moi, je ne suis pas parent et je ne veux pas d'enfant. Et je n'ai pas de numéro 6 dans ma numérologie, donc j'en sais rien finalement. Mais pour moi, c'est quand tu aimes profondément quelque chose ou quelqu'un, un être vivant, tu le laisses libre et s'il veut partir, il part. Et s'il se fait du mal, mais que ça lui permet d'apprendre et ensuite d'évoluer, bah vas-y, tu vois. S'il veut se lancer dans des études ou faire un job qui va le détruire, tu peux lui dire attention, dire que t'es toujours là dans les parages, tu vois, t'es prêt à essayer de le rattraper un petit peu, mais il faut qu'il le fasse, parce que sinon il aura sinon tu lui loupes des opportunités de comprendre. Tu lui loupes littéralement des opportunités tout court. Tu l'empêches de débloquer des trucs. T'aimerais débloquer à sa place, mais ça marche pas ainsi. Avec un peu de chance, tu vas y arriver, mais tu vas pas le débloquer totalement. Tu vois, il leur a appris la moitié, mais pas la totalité. Et dans le pire des cas, tu lui débloques pas du tout, au contraire. Au contraire, tu le ralentis. Tu te ralentis toi la première. Tu te bloques toi la première. Et ensuite, du coup, vu que tu te bloques, qu'est-ce que tu fais autour des autres? Bah, tu les bloques aussi, bizarrement. C'est bizarre, hein? Comme ce qu'on se fait à nous-mêmes, on le fait aussi aux autres inconsciemment, alors qu'on se dit, mais non, c'est pas logique. Bah, si, en fait. Enfin, c'est pas logique, mais en même temps, c'est très sensé. Je sais pas comment l'expliquer. Donc, le meilleur moyen de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de soi. Tu prends soin de toi, tu vas rayonner, et en fait, tu verras à quel point tu prendras soin des autres à ce moment-là. De manière assez originale par rapport à ce que tu imaginais au début. Par rapport à ce que tu imaginais au début. Donc du coup, putain, je vais finir avec mon soin énergétique là. Donc si tu dis par exemple, reprenons Jean et Marie, Marie la soigneuse et Jean le client, et prenons Marie qui du coup, elle a pas de problème de clientèle, on va dire elle est tranquille, tu vois. Et ben elle pourrait dire à Jean, tu as bon exemple, elle voit que Jean, il vient tous les ans pour la même chose et il évolue pas. Et il continue à faire de la merde, et il continue ses relations toxiques, et il continue, et en fait ça n'évolue pas. Et tant que Marie sera là pour dire, bah t'inquiète, je vais te soigner une fois par an, et ben Jean il va continuer à faire sa vie de merde. Et à se dire, oui mais non, parce que j'ai ma petite Marie là qui me fait du bien une fois par an, du coup je vais continuer à faire de la merde. Bah Marie, Marie, je te dis un truc. Arrête, dis stop à Jean. Enfin, tu peux déjà commencer par lui expliquer, si jamais tu l'as pas fait, si t'as les compétences, les connaissances ou peu importe. Dire en fait, tes énergies, ton problème ça vient de ça, 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 donc la source c'est ça, il faudrait que tu fasses ça, 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 ça. Tu vois déjà si les gens ils réceptionnent aussi, ils disent oh oui, ouf, puis il bouge pas son fiac. S'il bouge pas son fiac, bah arrête. Toi tu veux quoi? Le but c'est quoi? C'est juste de donner des médicaments aux gens ou c'est de débloquer des gens? Tu vois? Tu veux juste tu veux juste prodiguer des médocs sans savoir ce qui se passe derrière, tu vois? Ou tu veux vraiment accompagner? En gros, de manière plus qualitative et peut-être moins quantitative. Mais en fait, arrête avec Jean, tu lui expliques, littéralement, je vais arrêter parce que tu dis la vérité. Parce qu'en fait, du coup, tu n'avances pas sur ton chemin, et que moi, j'ai l'impression de te ralentir. Et en fait, même pas, c'est que moi, je me ralentis, c'est pas ce que je veux au fond de moi. Moi, je veux débloquer, je veux voir les gens évoluer. Je veux pas voir les gens stagner. En fait, tu prends finalement la place d'un guide quelque part. Et en fait, donc Jean va être un peu bougon, peut-être, on n'en sait rien. Et tu pourrais toujours dire, ma porte est ouverte. Le jour où tu vas voir peut-être quelqu'un d'autre, et que cette personne-là va dire, bah ok, on va travailler ensemble, mais du coup, t'as besoin d'avoir des soins énergétiques là pour le moment pour pouvoir débloquer. En fait, c'est un ensemble. Il faut que tes énergies puissent être fluidifiées, et après, tu vas pouvoir évoluer, on va travailler sur des choses, tu vois. Et si cette personne-là n'est que, entre guillemets, un psychologue, admettons, tu vois, ou un coach, et qui ne gère pas les énergies, il pourrait te dire, bah, retourne voir Marie, mais dis-lui que c'est bon, maintenant, tu as ton coach, là, t'inquiète, ça va bien se passer, on avance ensemble, mais du coup, il faut que t'ailles la voir de temps en temps quand même pour la soigner. Donc tu peux être ouverte à ça et de dire, bah, on se revoit le jour où finalement tu voudras avancer, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Et donc, quelles sont les conséquences de ça? Bah, Jean, du coup, libère sa place. T'as une personne en moins chaque année, on va dire, ou tous les 6 mois, à avoir. Ça laisse la place à qui? Potentiellement une autre personne derrière qui, elle, aurait bien voulu évoluer, effectivement, mais elle était bloquée parce que, bah, du coup, t'étais pas disponible, et du coup, elle allait voir d'autres gens, ou pas du tout parce qu'elle osait pas, enfin, d'autres personnes. Voilà. Donc, en fait, tu vois, c'est là où on dit que la roue de la fortune aussi peut avancer. Elle se débloque. Parce que du coup, t'as agi de manière alignée avec toi-même. Et pourtant, t'aurais cru au début que ton but, c'est d'aider le maximum de personnes. Et bah non, vraiment pas. C'est de faire ce qui te semble être le plus aligné avec tes valeurs et avec ce que tu es et ce que tu veux au fond de toi. Dans l'idéal, tu veux quoi? Et c'est pas méchant que de dire à Jean, j'arrête parce que je ne te vois pas évoluer et que moi, j'ai pas envie de ça.
C'était pas un dilemme, c'est voici mon ressenti, voici mon action. Toi, maintenant, en retour, tu peux dire, putain, oui, d'accord, je vais agir, maintenant, t'inquiète. C'est ton action, c'est ta réaction. Tu peux réagir de manière, entre guillemets, positive et te dire, putain, j'avoue, je comprends son ressenti, je comprends que que mon action, en fait, l'action de Jean a fait réagir Marie, qui l'a fait agir, qui du coup fait réagir Jean. Ce n'est que ça, en fait. Donc quand on dit aussi, et je vais m'arrêter là-dessus après, enfin je vais faire un tirage de cartes, mais quand on dit aussi, oui, c'est de sa faute à lui s'il m'arrive ça, alors d'accord, si tu veux. Mais du coup, c'est sa faute à lui, donc il a agi comme ça. Mais pourquoi il a agi comme ça? Parce que toi, t'as agi autrement avant, tu vois. Quelle est la poule et l'œuf, en fait? Donc à un moment donné, c'est pour ça que bon, savoir c'est la faute de qui, enfin, on s'en bat les couilles. C'est intéressant pour essayer d'éviter de refaire les mêmes erreurs, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour se décharger de sa responsabilité, bah ça, encore une fois, tu fuis et tu n'es pas aligné avec toi-même. Même ça, c'est de faire de la merde. J'espère que je suis pas trop... J'ai l'impression d'être compréhensible et en même temps pas du tout. Donc on verra bien lors du montage. Par contre, je vais quand même tirer une carte, parce que j'aime bien et que ça me fait marrer. C'est mon plaisir. Mon petit plaisir. Ah, c'est vrai que j'ai une nouvelle page maintenant. Yay. Tirons une carte comme ça, peu importe, je sais pas quel est le message. Voyons voir, entre 1 et 564. Nous arrivons à la carte 446. Ah. Ok. Attends, pour l'image, j'ai déjà un truc. Perfectionnisme de niveau 1, pointilleux. Ah oui, il faut que je la lise parce que vous la voyez pas. Donc, c'est une carte faiblesse de niveau 1. Niveau 1 sur 3. Perfectionnisme. Alors, pointilleux de point, tu tends à vouloir que tout soit parfait, ce qui peut ralentir certaines actions ou créer du stress. Perfectionnisme de point, donc c'est une fragilité liée à l'exigence excessive générant stress et blocage. Donc là, la première chose que j'ai vue, je pense que c'est pour moi, c'est qu'en fait, l'image, donc c'est une loupe, que vous allez voir de toute façon comme image d'épisode. Hein. Et en gros, je vois ça comme bravo, enfin pas bravo, c'est du coup bravo, il est sorti tout seul. Bravo, travail d'investigation, travail de recherche et d'analyse. Et en même temps, c'est une forme de la lunette, pas la lunette, la loupiote, la loupe, c'est une loupe, Mégane, est bleu clair, enfin le vert normal est un peu bleu clair. Et donc il y a une forme de clarté, de fluidité et de clarté mentale, d'éclairer la lanterne en gros des gens. D'éclairer un sujet plutôt, d'éclairer un sujet. Voilà. Les pièces du puzzle aussi, remettre les pièces du puzzle un petit peu, les tourner, enfin, elles vont s'emboîter au fur et à mesure. En tout cas là, c'est au fur et à mesure des épisodes des podcasts, pourquoi pas. Mais en gros, ça permet d'apprendre, de comprendre et d'apprendre et de comprendre, mais surtout de faire ah putain, mais du coup ça simplifie beaucoup les choses. En fait, ça peut complexifier en apparence et ça simplifie à terme quand vous l'avez ingurgité, quand vous avez ingurgité ces connaissances et cet apprentissage. Que là je vous délivre par exemple durant l'épisode numéro 10, au début ça peut sembler brouillon, et si vous l'ingurgitez, que vous le digérez, ça va vous sembler beaucoup plus clair ensuite. Quand je dis beaucoup plus clair, c'est pas l'information en elle-même spécifiquement, même si c'est le cas, mais aussi et surtout votre vision des choses. Vous allez vous rendre compte que la vie est plus simple. Et pour ça, il faut lâcher prise. Parce que du coup, on peut pas tout comprendre, tout prendre en compte, il y a trop de choses. C'est comme si on essayait de prendre en compte tous les gens, tous les individus dans le monde en même temps. Ou toutes les planètes, toutes les étoiles en même temps. C'est compliqué, tu vois, ça va trop loin, c'est trop, il y a trop. Donc faut lâcher prise, en fait. Et uniquement vous dire, ok, il y a ça qui est traité actuellement, on verra pour le reste plus tard. Maintenant, la seconde partie, donc c'est pointilleux, tu tends à vouloir que tout soit parfait, ce qui peut ralentir certaines actions, voilà. En gros, le texte, là, c'est, pour le coup, ça parle un peu de ça aussi. C'est qu'il faut lâcher prise aussi vis-à-vis de ce genre de sujet. C'est essayer de comprendre comme vous pouvez, de le digérer comme vous pouvez. Donc digérer, ça veut dire le laisser en fait, le laisser sur le côté inconsciemment quand vous allez dormir et tout, ça va se mettre en place un peu plus, voilà. Et si vous avez envie de revenir sur le sujet, de réfléchir activement et de dire mais attends, de prendre un papier, de faire des catégories, des machins, de créer des colonnes pour dire mais attends ce qu'elle a dit, si c'est ça alors ça et ça. Faites-le en fait aussi. N'essayez pas de vous dire non, il faut que je lâche prise. Donc non, faites-le. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous avez envie de comprendre, même si vous savez que c'est pas très raisonnable parce que vous avez déjà mal au crâne, c'est pas grave, on s'en fout, allez-y. Arrêtez-vous quand vraiment vous comprenez que là vous ressentez même que c'est moins drôle, c'est moins fun, c'est moins
vous avez moins de curiosité, ou alors ça devient un peu chiant, quoi. Donc là, c'est par rapport au podcast, mais c'est aussi évidemment dans votre vie de manière générale, je pense. Peut-être que sur certains sujets, c'est même sûr et certain, ça peut parler à quasiment tout le monde, mais il est fort probable que sur certains sujets ou quelques domaines de votre vie, vous essayez de faire en sorte que tout soit entre guillemets parfait, que tout mentalement soit carré, que vous ayez toutes les pièces du puzzle dans votre tête et que toutes les étapes soient bien mises en place comme il faut et que c'est comme ça et pas autrement. En fait, vous vous bloquez aussi, vous bloquez des portes et vous loupez un peu des opportunités aussi. Vous loupez des situations à vivre, à expérimenter. C'est plus fluide que ça. Quand on reparlait des maisons avec des cloisons et enfin dans la partie 1, la maison avec beaucoup de cloisons, beaucoup de murs qui vous enferment dans la routine, et à l'inverse, au final, pourquoi pas péter le mur entre la cuisine et le salon pour faire une cuisine ouverte. C'est ça en gros. C'est vous aimez quand il y a beaucoup de murs, des portes, des trucs et que c'est bien carré, bien net. Mais du coup, vous empêchez l'air d'entrer, vous empêchez la lumière peut-être de réverbérer sur le miroir parce que vous voulez pas de miroir. Enfin, tu vois, vous empêchez des choses plus organiques et pas biologiques, mais plus éthérées aussi à passer. Donc, vouloir que tout soit parfait, entre guillemets, c'est pas forcément vouloir que tout soit au poil de cul précis, mais que ça se passe comme vous l'aviez imaginé. Et là, on vous dit de laisser une part, même si c'est... Admettons que tout votre corps en entier... Attends, mais les métaphores n'arrêtent pas, hein, je sais pas qui est là, mais... Imaginez que votre corps en entier, ce soit la perfection, ce soit votre sorte de perfectionnisme, de logique et ça va se passer comme je l'ai décidé, comme je l'ai imaginé, parce que j'ai une forme de contrôle, que ça me rassure, et que c'est comme ça et pas autrement. Là, on vous demande pas de devenir tout d'un coup que tout votre corps passe en mode YOLO. On vous dit votre main gauche, par exemple, ou votre main droite. On va dire votre main gauche si vous êtes droitier et inversement. Genre, prenez pas, genre, juste votre main gauche, essayez de la rendre plus flexible, plus humaine, de la bouger dans tous les sens, tu vois. Genre, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Si elle veut faire de la merde, si elle veut faire le canard, elle fait le canard, tu vois. Voilà. C'est ça, en fait. C'est essayer déjà d'au moins de lâcher prise sur, genre, une main, la main gauche. Vous voyez ce que ça donne. C'est bizarre, hein, mais j'espère que la métaphore vous parle. Il y a des gens, ça va leur suffire. D'autres, ça va être la main, puis le bras, puis la jambe, puis un pied. Et en fait, ils vont se dire, au final, moi j'aime bien quand c'est 50-50, d'autres qui vont se rendre compte qu'en fait, ils préfèrent être à 70%, entre guillemets, YOLO et improvisation, et seulement à 30% logique et carré et droit. Donc voilà. Mais en gros, ouais. Ça parle... Oui, ça pourrait parler de résilience, mais pas forcément. C'est vraiment lâcher du lest, lâcher le contrôle. Et quand on dit... Ah, c'est quoi la phrase horrible, là, qu'on répète tout le temps quand on mensive, quoi que ça fait un moment que je l'ai pas entendu. Ouais, c'est de lâcher le contrôle, lâcher le contrôle. Lâcher prise, merci. C'était pas lâcher le contrôle. En gros, c'est le fameux lâcher prise. C'est un peu la définition du lâcher prise, pour moi, je trouve. Lâcher prise, je trouve ça plus léger, plus tranquille, plus malléable. C'est un peu le niveau 2-3. Au début, c'est tu lâches le contrôle, c'est-à-dire que dans un contrôle, et après tu lâches prise. Pour moi, le lâche prise, c'est que t'as déjà passé le cap de lâcher le contrôle. Le contrôle, c'est vraiment un casier en métal, quoi. C'est avec une clé, avec des rayonnages droits, carrés, nets, précis. Tout est métallique, tout est froid. C'est intéressant parce que du coup, tu ranges vraiment, tu peux optimiser à fond la place. Mais par contre, c'est pas malléable du tout. Et des fois, c'est encombrant et ça peut te faire mal au niveau des coins parce que c'est comme du métal. Donc c'est froid, tu peux te couper, tu peux te faire du mal avec. Donc là, on te dit arrondis les coins, arrondis les angles. Ok, full expression française, là, un guide qui est en train de se marrer. Donc arrondis les angles, décore un peu l'intérieur, rends ça un peu plus confortable. Garde ton casier si tu veux, mais arrondis les angles. La clé, en vrai, prends une clé, fais une clé mais un peu plus colorée, ça va être marrant, ou alors rajoute du bois, enlève l'étagère en métal et mets l'étagère en bois à l'intérieur, ou alors une sorte de, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, mais une sorte de petite moumoute, une fausse fourrure, tu la mets comme... Pourquoi? Je sais pas. En gros, tu pourrais mettre par exemple du lino, tu découpes un lino que tu mets sur ton étagère dans ton casier en métal, mais là c'est pas du lino qu'on te dit, c'est fait de la moumoute.
Bon, un carré de moumoute blanche, beige, c'est vraiment comme des poils, tu sais, les tapis de poils un peu. C'est un peu ça. Comme ça, c'est stylé, tu vois, tu ranges ton journal intime sur de la moumoute, dans un casier en métal, avec une clé, avec une étoile un porte-clés étoile. Mais le casier, il est en métal, hein. Un peu arrondi, mais il reste en métal. Tu te dis, c'est bizarre, là, tu ouvres, tu fais putain. Putain, la moumoute blanche avec le journal intime rose à paillettes, là, j'y pep. J'aime beaucoup. J'aime bien l'idée, ça m'amuse. Voilà, c'est marrant. Le but, c'est pas que d'enlever tout le métal, hein, c'est de jouer avec les différentes matières et tout. Donc, voilà. Fais-toi plaisir, quoi. En gros, fais-toi plaisir et ose des choses qui te semblent un peu bizarres, mais ose. À l'abri du regard si tu veux, mais fais-toi, amuse-toi, en vrai. Allez, sur ce, ben, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression de pas avoir d'avoir beaucoup parlé et de ne pas avoir beaucoup respiré finalement. Donc, je vais aller manger. Il est 13h. Sur ce, à la semaine prochaine. À plus.